tu m'envoies un vendredi soir à 20h une SERP comme ça, et tu me dis putain, pourquoi ce mec il rank et je passe le week-end, hein. J'annule, même si j'avais prévu de faire des sorties le week-end, je vais faire croire à ma meuf que je suis malade et, et je vais rester derrière le PC pour trouver le pourquoi du comment, tu vois. Bah forcément, au début, quand tu te lances, bah, tu fais 0 direct. Et puis plus ça va, plus tu peaufines ton réseau d'achat devant ton lien direct. Et donc plus ça va, plus on augmente la part de direct. Parce que souvent, c'est du casino, du rencontre famille. Ça se fait en direct, hein. Et à mon avis, la Pologne, la République tchèque et tous ces pays-là vont arriver bientôt au niveau de la France. Il y a plein de plateformes ukrainiennes de vente de liens qui se créent encore aujourd'hui, en 2023. Ouais. Sur les 100 sites qu'on a lancés, il y en a. Alors, on n'avait pas du tout les bonnes méthodos à l'époque, c'est pour ça que certains ont été filtrés. On s'est mangé peut-être 40, 50 actions manuelles. Donc, action manuelle, c'est dans la search console, le gros bouton rouge, tu n'as plus une page qui est indexée et tu peux pas en sortir, ou alors très difficilement. Je reçois un message en privé sur iReferrer. Le mec me dit, en fait, votre article, il n'est pas indexé. Je dis, ouais, mais gros, en fait, non seulement l'article, il n'est pas indexé, l'article que lui m'a acheté, le mec a payé 50 balles pour avoir un article, non seulement il n'est pas indexé, mais le site en lui-même n'est pas indexé. C'est un site qui est filtré par Google, il n'y a rien indexé, il fait 0 de trafic. Le mec l'a acheté juste parce qu'il a vu un gros TF, tu vois. Si tu achètes du lien comme ça et que toi, ton but, c'est de pousser tes sites, t'es mal barré, quoi. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizards Podcast. Aujourd'hui, on a le plaisir, comme vous pouvez le voir si vous nous regardez sur YouTube, d'accueillir Nico de Tremplin Numérique sur Twitter. Et je suis, comme d'habitude, bien sûr, avec mes deux acolytes, Franck et Anthony. Salut les gars, comment allez-vous ? Eh bien, salut, ça roule. Merci Nico d'être là. Ça fait bien Merci plaisir. à vous pour l'invitation, ça fait très plaisir aussi. Merci à toi d'avoir accepté, surtout que comme à notre... nous, on n'est pas très organisé en réalité. On a prévenu Nico hier et il s'est rendu dispo aujourd'hui, donc c'est trop cool. Merci encore, Nico. Et on va passer un bon moment avec toi aujourd'hui. Donc, Nico, tu es éditeur de site. Tu vends pas mal de liens. On aura l'occasion de revenir sur ta carrière, hein, si on peut dire comme ça, et sur tout ce que tu fais sur le web. Ce qu'on apprécie chez toi, c'est que tu fais de l'oseille aussi. Et étant donné qu'on est un podcast Make Money basé sur les business web, c'est toujours plaisant de recevoir des gens qui savent de quoi ils parlent. Et en plus de ça, tu as vraiment des skills, des compétences qui sont sur des thématiques qu'on ne maîtrise pas forcément nous avec les Wizards, parce que sur de la vente de liens pure et dure, et vraiment de manière professionnelle, c'est pas notre cœur de métier. On en fait un petit peu avec Franck, en tout on fait très peu. Même si, je le place maintenant, on s'est quand même essayé à faire une formation gratuite qui se trouve en description sur justement tout ce qui concerne la vente de liens. Donc pour tous les gens qui débutent, qui veulent connaître un petit peu cet univers, vous trouverez tout ça en description. Et aujourd'hui, du coup, Nico, on va te poser des questions, chacun notre tour. On va essayer on s'est un petit peu organisé, on a préparé des petites questions pour te questionner justement sur ton parcours d'éditeur de site. Et dans un premier temps, à la limite, ce que je vais laisser faire, c'est que tu te présentes brièvement, un peu comme tu le souhaites, par rapport à ce que tu fais, et puis on enclenchera derrière sur la suite du podcast. Eh bien, écoute, moi, c'est Nicolas. Je suis un des deux cofondateurs de l'agence Tremplin Numérique. En réalité, on est dans le web avec mon associé depuis qu'on est très jeune, même très très jeune, c'est-à-dire même à 10-11 ans, on commençait nos premières conneries sur le web. On a créé une agence, entre guillemets, qui ne s'appelait pas Tremplin Numérique. Tremplin Numérique est en fait un pur produit de la vente de liens, puisque de base, c'est un PBN, c'est un petit nom de domaine expiré qu'on avait acheté qui s'appelait Tremplin Numérique parmi 50 autres noms de domaine expirés. Et il se trouve que celui-là marchait plutôt bien, commençait à faire du trafic, donc on s'est dit, ça sonne bien quand même pour un nom d'agence. On va renommer l'agence Tremplin Numérique. Donc on a renommé l'agence Tremplin Numérique. On avait déjà quelques clients avant, donc on faisait des petits trucs, voilà, Presta, réseaux sociaux, SEO, on n'était pas professionnels, on va dire, on n'était pas très avancé, mais pour tout ce qui est création de sites web et gestion des réseaux sociaux, on avait largement les compétences pour savoir quoi faire. Moi, j'ai fait une école du web, j'ai fait 2 écoles du web. Mon associé a fait une école de commerce classique. Et en fait, nous, on est dans le web donc depuis toujours. Et la vente de liens nous est en fait tombée dessus parce que juste un petit peu avant de créer l'agence, donc Tremplin Numérique,
On a commencé à créer des sites internet pour nous, en plus de ceux de nos clients. On s'est dit, c'est bien de travailler pour des clients, mais ça serait bien aussi d'avoir un petit site pour nous. On savait qu'il y avait de la pub, on savait qu'il y avait de l'affiliation. Vente de liens, on connaissait pas du tout. Mais on s'est dit, de toute façon, ça peut pas faire de mal. Et puis, dans le web, c'est souvent un peu, tu touches un peu à tout et tu réfléchis après. Donc, en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait vendre du lien. Donc, quand des plateformes ont commencé peut-être à nous démarcher par email. Et puis on s'est dit, tiens, pour vendre du lien, on a commencé à comprendre comment ça marchait. Donc on s'est dit, il faut des métriques. On a appris ce que c'était que Majestic, Moz, etc. Ça, pour le coup, c'est pas des choses que tu vois en école du web, même dans un cursus SEO. Même si j'ai eu des cours d'SEO en école du web, on te parle pas de vente de liens, on te parle pas de Majestic, de Moz, etc. Et donc on s'est dit, on va créer d'autres petits sites pour pousser notre site principal. Et les petits sites ont aussi commencé à vendre du lien. Et là, on s'est dit, en fait, c'est un bon business model, puisque a priori, on a juste à créer des sites et on vend du lien dessus. Et ça, c'était en quelle année, Nico, que vous avez réalisé ça ? C'était il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, le premier site qu'on a créé, on l'a créé fin 2019. Novembre, décembre, mais ils vendaient rien du tout. Enfin, ils faisaient même pas de trafic. C'était, voilà. Je dirais, en fait, c'est au début du confinement Covid, on a commencé à vendre du lien. Voilà. Donc début 2020. Toute l'année 2020, on a vendu un peu, mais c'était vraiment, c'est-à-dire en 2020, je crois qu'on n'a pas acheté. On est parti de zéro dans la mesure où, même si on avait avant des business, donc mon associé et moi-même, soit ensemble, soit séparés, on avait une petite trésorerie, on n'a vraiment pas mis d'argent dans notre business, dans notre agence web, entre guillemets. Vraiment parti de zéro. Donc on n'est pas du tout arrivé en achetant des noms de domaine expirés, en achetant avec des gros budgets. On avait vraiment on a mis assez pour acheter des domaines reg free, pour acheter un serveur O2 Switch, et c'est tout, quoi. Donc on a commencé en 2020 à vendre. On vendait pas mal, mais pour dire des chiffres, ça ne devait pas dépasser quelques centaines d'euros par mois. Même fin 2020, on était encore à quelques centaines d'euros par mois. Fin 2020, on a commencé à faire du trafic, donc on a mis un peu de publicité aussi, AdSense, Ezoic, tout ça, fin 2020, donc quelques centaines d'euros, je dirais 600, 700 euros par mois. Et puis après, c'est en 2021 que là, ça a vraiment commencé à monter et qu'on s'est vraiment, entre guillemets, professionnalisé. Donc on a pu déjà se former sur des choses dont on avait des lacunes. Moi, l'avantage, c'est que j'étais déjà formé en dev toujours été un peu dans les métiers du web, mais je veux dire, on avait quelques lacunes en SEO pur, etc. Ça, on a pu les combler donc en 2021. On a commencé à beaucoup gagner, bien gagner, donc plusieurs milliers fin 2021. Fin 2022, plusieurs dizaines de milliers. Et là, 2023, ça monte. Je sais pas combien on sera en décembre 2023, mais en fait, depuis qu'on est un petit peu dans ce business de vente de liens, on n'a jamais, à part en janvier, parce que voilà, en décembre ça marche très bien, hein, sans compter les mois de janvier, on a toujours gagné plus que le mois d'avant, tu vois. Donc on est toujours en croissance. On a 2 alternants aujourd'hui, on en aura un nouveau à la rentrée là, donc dans une semaine, quoi. Et donc en fait, on est devenu aujourd'hui à 95% de notre CA, c'est de la vente de liens. Peut-être 90% selon les mois. Le reste, c'est de l'ADS. Donc ça, c'est notre parcours d'édition de site. Et puis à côté, on garde quand même quelques clients, même si on n'en cherche pas. On n'en prend pas de nouveaux, mais on garde quelques anciens clients pour de la presta. Mais sinon, en édition de site, on est vraiment dans la vente de liens. On ne fait pas du tout d'affiliation. C'est intéressant. On en reparlera. On n'a jamais réussi à en faire. Ok. On a déjà essayé, on n'a jamais réussi. Enfin, voilà, on a fait 10 € sur Amazon, mais ça s'arrête là. Et de la pub, on en fait pas mal, mais donc ça dépend un peu du trafic de nos sites, mais en tout cas rien à voir avec la vente de liens qui nous rapporte beaucoup plus. Je mets de côté. Pour rebondir, parce que là tu t'as dit que ça représentait aujourd'hui la vente de liens 90% de votre CA à peu près.
On le sait pour ceux qui te suivent sur Twitter. Ton Twitter est d'ailleurs disponible juste en dessous de ta tête, Tremplin Num. Vous vendez aussi vos propres sites. Donc on aura l'occasion d'en reparler, mais tu l'inclus dans cette partie de CA vente de liens. C'est exactement. C'était vraiment le mot que j'allais dire. J'allais dire, on ne l'inclut pas. Je l'inclus pas. Non, là, je parlais vraiment sans parler de la vente de site. En fait, le problème, c'est que les montants des ventes de sites, si je les inclus après, ça fausse un peu le ratio vente de liens, pub, affiliation, tout ça. Non, la vente de site, on fait ça depuis fin 2022. On essaye d'en vendre 3-4 par mois. Enfin, surtout vendre un gros site par mois. L'idée, c'était c'était de se dire que, alors on n'a pas connu les époques Penguin, Panda, etc. On n'était pas là, je les ai connus théoriquement, j'ai eu des cours à l'école où on nous en parlait, et puis j'ai eu des retours de personnes qui ont vécu cette époque. Et en fait, ça peut, le simple fait que ça puisse se reproduire, on ne sait pas ce que Google nous réserve, tu vois, là, il y a un an, on parlait d'IA, on ne savait même pas ce que c'était, on ne s'imaginait pas à quelle étape de l'évolution de l'IA on allait être aujourd'hui, tu vois, ça passe tellement vite qu'en fait on se dit, on regretterait trop d'avoir eu plein de sites à pouvoir vendre et qu'on ne les ait pas vendus et qu'on n'ait pas fait un peu de cash derrière. Donc on s'est dit, ça fait mal au cœur de s'en séparer pour certains, mais surtout les premiers qu'on a créés, tu vois, mais il y en a, en fait, nous on s'est dit, ceux qu'on vend, c'est surtout ceux qui sont compliqués, ceux qu'on n'arrive pas trop à gérer. Par exemple, des sites, là je dis n'importe quoi, mais un site sur une ville locale, tu vois, j'ai un site sur la ville de Nantes. Je suis pas nantais, je sais qu'un mec qui est un SEO qui travaille à Nantes va tellement plus le rentabiliser que nous. Ça, c'est typiquement le genre de site qu'on vend aujourd'hui. Pareil, quand on a 5 sites autour de la même thématique, on a 5 sites sur le survivalisme, on va s'en séparer d'un ou deux parce que ça sert à rien d'en avoir autant, tu vois. Enfin, en tout cas, pour de la vente de liens. Ok. Et donc ça, en fait, c'est notre nouveau business, on va dire. Maintenant, c'est de vendre du site. On les vend via Twitter, via les plateformes de vente de sites. Et généralement, il y a deux typologies de sites qu'on vend. Des sites purement édition de site. Donc, en fait, on fait un multiple par rapport au CA, généralement entre x20, x24 selon la niche. Par rapport au CA. Et l'autre type de site qu'on vend, c'est des sites Google News qui, eux, généralement ne font pas déjà de chiffre d'affaires. Donc là, pour le coup, on les estime, je vais pas dire au doigt mouillé parce que c'est pas le cas, mais on a un petit peu, comme on en a vendu plusieurs, on sait à peu près aujourd'hui en fonction des métriques, en fonction de comment le site repart, comment se positionnent les nouveaux articles, est-ce que ça boxe, est-ce que ça boxe pas, etc. On arrive un petit peu à faire des estimations, on les vend entre 3 000 et 10 000 euros, généralement s'ils font pas de CA. Ok, intéressant. Bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on va repartir un petit peu chronologiquement. Je sais pas les gars si vous aviez des questions, Franck ou Anto, au départ, justement pour... Ouais, si, justement, j'ai une question, parce que tu dis que tu as commencé, enfin, ou vous, avec ton associé, vous avez commencé vers 10-11 ans par là. Vous avez fait la classico revente de Kama Dofus ou des trucs comme ça. Bien sûr. J'ai l'impression que tout le monde vient du même truc, c'est dingue. On rigole souvent avec d'autres éditeurs de sites parce que je pense que c'est vraiment la classico, quoi. Ah, mais c'est Bertrand, je suppose qu'on a déjà parlé avec lui. Bien sûr. Ah, même ici, en fait, Anto, il a fait ça une grosse partie de sa jeunesse. Moi, j'ai fait ça sur un autre jeu, parce que pour le coup, je jouais pas à Dofus, mais pareil. Bon, Franck, toi, tu as fait du PL, donc c'est encore autre chose, mais c'est un peu pareil. Cette notion de la première expérience de gain d'argent se fait à partir d'un jeu vidéo. C'est vrai que c'est marrant parce qu'on a un petit peu tous ce premier step. Pricey, le jeu, je sais pas si vous avez connu. Tu grattais les petits tickets. Avec les packs plus et tout. Ouais, c'est ça. Avec les packs plus, avec la barre. Tu devais télécharger les barres à la con, là. T'avais jamais fait ça? J'ai tout fait, j'avais reçu j'ai acheté toujours les petits cadeaux là-bas. Et d'ailleurs, Pricey a expiré et le mec qui l'a racheté a fait un beau site d'édition de site. Ok. C'est un très très beau site d'édition de site et je crois qu'il a même récupéré la page Facebook de l'époque parce qu'il a une grosse page Facebook avec des milliers, même centaines de milliers, je crois, de likes. Donc il a fait un très beau move. Je sais pas qui c'est, j'ai pas creusé plus que ça, mais je tombe souvent sur ce site et ça me fait rire de voir Pricey qui publie des articles sur le CBD. Excellent. Ok, c'était ta question du coup, Franck? Oui, c'était pour rebondir avec ça parce que ça me fait rire en fait de voir qu'il y a toujours ce pattern qui revient. C'est la boucle.
Ben oui, et peut-être que dans 5 ans, on fera tous autre chose, tu vois, et on se dira, bah, tiens, on est tous passés par l'édition de site, on a tous vendu du lien C'est vrai. sur les plateformes et tout. En Mhm. fait, on vit un peu au jour le jour et ça évolue tellement vite que c'est pas ce que demain sera fait. Mais bon, nous, en plus à cette époque, enfin, moi personnellement, j'étais jeune à cette époque, mais je sais qu'il y a des personnes qui étaient plus âgées qui sont vraiment gavées sur ce genre de truc, tu vois. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, non, bah, je sais qu'il y a plein de business qui tournent autour de ça, même encore aujourd'hui, hein, des trucs Ultimate Team sur FIFA Ouais. ou des trucs du genre. Je sais qu'il y a des mecs qui ont bien creusé dans ça et qui en vivent, hein. Ouais, clairement. Et pour en revenir sur ton business d'édition de site et particulièrement de vente de liens, si tu devais caractériser justement pour quelqu'un qui débute l'édition aujourd'hui, pour toi c'est un business facile ou pas? Ben, franchement, il n'y a rien de plus simple, ça c'est sûr. Pour en faire, maintenant il y a en faire et bien en faire. Tu vois, il y Ouais, a en bien sûr. faire de. Moi, je connais pas mal d'éditeurs qui le font, mais de manière c'est pas leur cœur de métier en fait. Et Ouais. je pense que ça, pour en faire son cœur de métier, faut quand même avoir les épaules et il faut savoir que ça va prendre du temps. Faut du temps avant de toucher les premiers gains et aussi du temps du temps de manière générale, du temps à passer tous les jours sur ces sites. Il y a aussi un aspect argent à investir. Alors nous, on n'a pas investi d'argent. Je vois d'autres éditeurs qui arrivent en investissant, alors soit quelques milliers, soit quelques dizaines de milliers. C'est quand même beaucoup plus rapide parce que tu commences avec des expirés, c'est pas la même chose que quand tu commences avec des sites neufs, tu vois. Donc si vous avez quelques milliers d'euros à investir et du temps, ça peut être un très bon business, je pense, même encore. Alors, je vais même pas dire même encore aujourd'hui, je vais dire surtout aujourd'hui, parce que moi, c'est mon point de vue. Après, je prêche peut-être pour ma paroisse, mais moi, de mon point de vue, euh, on n'est pas encore arrivé en haut de la bulle, quoi. On Ok. est même qu'au début de la bulle. En fait, pourquoi je dis ça? Je me base sur un petit peu ce qui se passe à l'étranger. Et bah, quand tu vois en France, il y a 20 plateformes d'achat de vente de liens sur lesquelles nous on vend, hein. Pas toutes les citer, mais voilà, Il y en vous a tapez beaucoup. sur Ouais. Google et vous les verrez. C'est pas quelque chose qu'il y a dans les autres pays. Tu vois, en Allemagne, t'en as une, en Espagne, t'en as deux, aux États-Unis, t'en as trois, quatre. Et en fait, je parle des plateformes qui vendent, hein, des plateformes sur lesquelles tu peux vendre réellement. Et en fait, et puis tu as des pays très bien comme l'Italie avec une grosse population et un pouvoir d'achat à peu près équivalent à celui de la France. Et en fait, ils sont beaucoup moins développés que nous. Donc est-ce que c'est nous qui sommes surdéveloppés ou eux qui sont sous-développés? Bah, on est dans le web. Et généralement, dans le web, tu fais pas de, enfin, il n'y a pas de retour en arrière, on va dire, il n'y a pas de raison que que la vente de liens s'écroule en France et pas en Italie. En fait, j'aurais eu tendance il y a un an à dire, ouais, les liens marchent de moins en moins bien, donc il va y avoir de moins en moins d'achats de liens. En fait, c'est l'inverse, les liens marchent de moins en moins bien, donc il faut en acheter plus pour avoir du résultat. Et en fait, j'avais pas du tout raisonné comme ça au début. Donc on s'est dit, bah en fait, on va essayer de se diversifier un petit peu plus parce que ça va pas durer si longtemps que ça. Maintenant, je pense que si, ça va durer parce qu'en fait, de toute façon, il suffit de le voir. Nous, on a des sites un peu étrangers dans des langues type polonais, italien, etc. Et on vend de plus en plus sur ces sites-là. Donc, il n'y a pas de raison que. Bah là, je vais les citer, mais il y a WhitePress, qui est une plateforme de netlinking, qui est peu connue en France, mais qui se développe assez. Ils sont allés à certains salons, je crois, au SEO Camp, au dernier SEO Camp, mais qui est la plateforme leader en Europe de l'Est, donc notamment Hongrie, République tchèque, Slovaquie, Pologne. Et bah, justement, ils vont à Budapest là en octobre, je crois, ça doit être le 4-5 octobre, quelque chose comme ça. Si vous venez à Budapest, bah, je serai présent avec mon associé pour cet événement. Et en fait, ils font un très très gros événement international sur de la vente de liens. Et Ok. eux, c'est un peu les GetFluence de l'Europe de l'Est. Et il y a 3 ans, ils n'avaient pas du tout la même aura et ils explosent aujourd'hui. Ils embauchent à tour de bras parce que c'est un secteur qui est en pleine évolution. Et à mon avis, la Pologne, la République tchèque et tous ces pays-là vont arriver bientôt au niveau de la France. Il va y avoir une multiplicité de nouvelles plateformes qui vont se créer également. Il y en a plein de nouvelles qui se créent. J'avais parlé sur Twitter d'une plateforme. Il y a plein de plateformes ukrainiennes de vente de liens qui se créent encore aujourd'hui en 2023, qui proposent, qui démarchent. Moi qui suis sur beaucoup de médias russes sur l'affiliation, il y en Ouais, a de plus en plus qui se mettent au yes. linking et au SEO en général en fait. Ouais, Pour eux, ouais, c'était ouais. vraiment quelque chose qui n'existait pas.
Et C'est ça. je vois beaucoup de choses passer, des tools, des plateformes, ça a vachement changé en un an ou deux là. Ouais, ça monte énormément et en fait, eux, ils étaient, je pense que ces pays-là étaient, en fait, ceux qui faisaient du SEO là-bas, c'était Casino, CBD, enfin, c'était vraiment les trucs Ouais, voilà. un peu touchy, très, très concurrentiels et maintenant, là, c'est en train de se diversifier et là, on vend, je sais pas quoi, le dernier lien qu'on ait vendu, on vend des trucs, ouais, des trucs pour l'électroménager, pour des marques de vélo, pour de l'électronique et tout et en fait, c'est des marques d'Europe de l'Est qui achètent du lien sur des sites, Ok. donc y compris enfin, généralement, quand vous êtes sur WordPress et que vous avez que des sites français, vous avez des entreprises d'Europe de l'Est qui vous achètent du lien sur vos sites français, donc du lien en français. Ok. Mais du coup, si vous avez des sites étrangers, vous vendez pour les mêmes annonceurs, donc pour plein d'entreprises d'Europe Ok. de l'Est qui veulent, qui eux, ils s'en foutent de savoir où vous êtes vous situé. Eux, ce qu'ils veulent, c'est votre site, quoi. Et donc aujourd'hui, chez Tremplin Numérique, c'est quelque chose que vous anticipez, cette transition et cette croissance exponentielle à l'étranger. C'est quelque chose Yes. que vous anticipez dès aujourd'hui. Ok. Ça fait déjà un petit bout de temps qu'on s'y est mis là. Et moi, je fais là maintenant, là, en gros, pour faire simple, on relance même plus de sites français. On en a beaucoup d'un côté. Je Ouais. vous conseille quand même d'en lancer si vous en avez peu, mais nous, on en a quand même beaucoup, beaucoup. Et donc là, maintenant, on focus vraiment sur des sites étrangers. L'avantage, c'est qu'en Et plus de ça, maintenant, avec des translate press et tout ça, au final, tu peux taper un peu worldwide. Et l'avantage, c'est ouais, que du coup, tu as des sites qui génèrent encore plus de trafic, multilangue, certes, mais beaucoup de trafic, donc ils se revendent plus cher parce que tu as plus de c'est ça. trafic. Hein. Alors, C'est ça, vertueux, quoi. j'en avais parlé dans une autre interview, du coup. Euh, Faites gaffe. Je sais pas si on peut s'étendre là sur le sujet ou pas, mais ça vaudrait même le coup de faire une vidéo complète sur la traduction, en fait, mais c'était en fait, il y a un an, ouais, mais là, ça devient de plus en plus compliqué. Ok. Heu, Parce que juste pour les gens qui nous écoutent, Nico, donc Tremplin Numérique, tu as fait un podcast chez Les Makers et tu as fait une vidéo, une sorte de podcast aussi chez Romain Pirotte. Donc au c'est cas ça. où, si ces sujets vous intéressent, on vous invite directement, on mettra en description les deux podcasts qui sont très intéressants aussi. On va éviter de faire trop de croisements, on en fera sans doute au cours de ce podcast aussi. Mais si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à creuser et aller voir les interviews complémentaires qu'a fait Nicolas. Ok, bah, j'aurais pas l'info alors. Bah, tu auras quand tu iras voir les podcasts. Sur. Qu'est-ce que je voulais te demander? Oui, par rapport. Tu avais une question, Franck? Je t'ai peut-être coupé. Non, non, bon, enfin, j'ai toute une liste de questions, mais vas-y, Ouais, vas-y. bah, moi, la question que je voulais te poser, c'est justement, là, on a bien compris que, à tes yeux, le potentiel du marché était plus qu'important, parce on en est même au balbutiement, en tout cas, sur la partie worldwide. Si tu avais un conseil à donner à un jeune éditeur de site, par exemple, qui veut se lancer dans la vente de backlinks, si tu avais 3 conseils, même si c'est un peu compliqué peut-être, ça serait lesquels les conseils les plus précieux que tu lui donnerais aujourd'hui? 3, ça va être dur. Alors j'en ai un qui est évident pour moi et on va peut-être dire que aussi que je prêche pour ma paroisse, mais Non, bon, mais c'est il y a pas pour de ça que problème. je le fais. C'est pour ça qu'on s'est focalisé sur les sites Genius, c'est parce que c'est tellement plus simple, tellement en fait, il y a tellement d'avantages à avoir un site Genius aujourd'hui, donc validé dans Google Actualités par rapport à un site normal. Il y a tellement de risques en moins. En fait, ça t'apporte une garantie de résultats. C'est pas pour ça que ton site va faire 10 000 clics organiques par jour, mais tu as une garantie de résultat quand même que tu as pas avec des sites normaux, donc non validés Google Actualité. Il y a une part d'aléatoire dans les sites, il y a une part d'aléatoire de toute façon avec Google de manière générale, qui pour moi peut être très décourageante pour un éditeur de site. C'est-à-dire que nous, au début, quand on a commencé, on a eu la bonne intuition, je pense, lancer peut-être une petite centaine de sites dès le début. Mais sur les 100 sites qu'on a lancés, il y en a alors on n'avait pas du tout les bonnes méthodos à l'époque, c'est pour ça que certains ont été filtrés. On s'est mangé peut-être 40-50 actions manuelles. Donc action manuelle, c'est dans la search console, le gros bouton rouge, tu as plus une page qui est indexée et tu peux pas en sortir, ou alors très difficilement. Et ça, en fait, pour un éditeur de site qui se lance, imaginons qu'on ait lancé que 3-4 sites et que sur les 3-4 sites, ce soit les 3-4 qui se soient pris des actions manuelles, on aurait laissé tomber, c'était fini, on n'avait jamais continué l'édition de site. Donc en fait, ça fait 2 conseils en un en fait. Donc le premier conseil, c'est partir sur des sites Google News qui malheureusement sont forcément plus chers
Vous en trouverez pas, ou alors il faut avoir beaucoup de chance. J'en ai trouvé un ou deux, mais il faut avoir beaucoup de chance pour en trouver des reg free. Donc partir sur un Google News et donc là, le deuxième conseil, c'est surtout faire dans la quantité parce que en fait, alors il y a 2 écoles, hein. Il y a l'école où, tu taffes sur un gros site ou 2 gros sites à fond et l'école où tu taffes sur plein de petits sites. Moi, le problème, c'est que, des gros sites qui se sont mangés des mises à jour Google, j'en ai vu de mes propres yeux, tu vois? Et nous, on a des sites entre guillemets «propres» sur lesquels on a bien taffé, qui ont pu se manger des bonnes claques. Alors que des sites vraiment dégueulasses, tu vois, des trucs où on a passé 10 minutes dessus pour le setup et on n'a jamais travaillé le site et tout, des sites qui font des trafics monstrueux et qui sont très bien vus aux yeux de Google. Donc ça, c'est une part d'aléatoire qui est, tu peux voir toutes les vidéos, tu peux être le meilleur SEO du monde et être avec les meilleurs qui te conseillent. Tu as toujours cette part d'aléatoire qui fait que, à un moment donné, pour limiter les risques, il faut faire un peu dans la quantité. Ok. Donc bon, partir sur du Genius si possible, s'il y a le budget. Faire de la quantité pour limiter les risques. Et ben, comme troisième conseil, je dirais ne pas se limiter à la France. Donc, c'est-à-dire que je pense que la plupart des gens ici parlent sans doute au moins l'anglais, au moins un peu. T'as pas besoin, en plus maintenant avec Fiverr, tu as des mecs qui te font des corrections pour 5 euros, qui te corrigent au moins la home. Il te corrige avec ChatGPT. Ouais, exactement. Ouais, non, mais en vrai, maintenant, non, mais maintenant, nous, c'est pareil, nous, de toute façon, nos sites étrangers, c'est du full OpenAI. Ok. C'est du full OpenAI, mais voilà, juste histoire d'avoir une homepage assez propre. Je te place une question parce que ça, Ouais. pour le coup, c'est un truc qui m'intéresse. Mais là, aujourd'hui, à choisir au-delà du prix, mais juste la qualité de la traduction, à choisir entre un DeepL et un OpenAI, tu passes par OpenAI? Non, en fait, alors, moi, la traduction, c'est pas pareil que la génération, tu vois. C'est pour de la génération de contenu, en fait, comment dire? Non, pour traduire, moi, c'est plutôt Google Traduction, DeepL, ça c'est Ouais, sûr. ok. Alors OpenAI fait des bons trucs, hein, mais bon, après Ouais. c'est pareil. Si déjà tu utilises GPT-4, tu payes cher en token, tu vois. GPT 3.5, c'est un peu moins, la qualité elle est un peu plus pour la traduction, laisse un peu à désirer. Par contre, le truc que j'adore, enfin OpenAI, c'est à utiliser, je pense, pour générer à partir de rien ou à partir de textes en français. En fait, tu vas pas traduire, par exemple, une page qui sommes-nous anglaise. Enfin, si traduire une page qui sommes-nous du français vers l'anglais, oui, tu fais avec Google Trad. Par contre, traduire une page, alors Google Trad déjà c'est bien pour le français et l'anglais, mais va faire du français vers du turc, t'es foutu avec Google Trad. Tu vois, va faire du français vers du polonais, ça va sortir de la merde, mais pas possible. Donc par exemple, si je veux faire une page qui sommes-nous en polonais, il faut surtout pas utiliser Google Trad. Il faut tout simplement sur OpenAI, tu vas dans le Playground ou sur ChatGPT et tu lui dis bah écoute, j'ai un site, je veux faire un site qui parle de chiens et d'animaux de compagnie. Je m'appelle nanana, mon site c'est tanana.com. C'est un site polonais dédié au marché polonais. Fais-moi une page qui sommes-nous avec un ton nanana, comme si tu étais journaliste. Alors après, tu prépares ton prompt comme tu veux et ça fait du très très bon contenu. C'est un peu bateau, et quand tu tombes sur ça sur des sites français, tu t'en rends compte souvent rapidement, mais ça fait largement le taf. Ok, intéressant. Moi, j'avais une petite question parce que du coup, dans tes conseils, c'est de faire de la quantité. Et Ouais. je suis d'accord, faire de la quantité, c'est bien et tu dilues largement ton risque. Mais qui dit quantité dit que c'est une masse souvent colossale de travail. Là, aujourd'hui, vous êtes du coup 2 associés, vous avez des alternants, et je suppose que derrière, tu as aussi toute une équipe de offshore, ou pas du tout, et c'est l'IA votre offshore? Ouais, il y a un an, ouais, mais il y a un an, on en avait quelques-uns, maintenant c'est fini, quoi. C'est l'IA à 100%, enfin, Ok, 99%. Ok. Vous avez pas de problème avec l'IA sur les sites? On a des problèmes qu'on n'utilise pas l'IA sur nos sites. Ok. ça Non, c'est non, ouf, hein. je suis pas, je suis pas du tout expert en IA, pas du tout, vraiment. Je connais le Playground, j'utilise Google Sheet avec l'API de OpenAI et encore j'ai mis longtemps à configurer, mais ça s'arrête là. En fait, ce qui est sûr, parce que on va tout le temps des débats sur Twitter, ouais, est-ce que l'IA sur des sites flag par Google ou pas. En fait, que de l'IA sur un site, je pense pas que ce soit une bonne stratégie, surtout pas sur le long terme.
Par contre, moi, j'ai des exemples très concrets de sites où en fait on avait du contenu 100% humain journalistique. C'est même pas du contenu offshore, vraiment, c'est journalistique français et tout. Et ça galérait à s'indexer. Donc on parle même pas du ranking. Et en fait, j'ai fait un petit truc archi simple. C'est juste rajouter un petit paragraphe IA à la fin, tu sais, une petite conclusion à la fin de chaque page sur le site. Et instantanément, ça s'est indexé, commencé à ranker et tout. Et c'est pas juste l'aspect de rafraîchir le contenu qui a fait ça, parce que avant, j'avais déjà essayé de le rafraîchir en rajoutant des petites vidéos YouTube, en rajoutant des petits textes et tout à la main. Et non, en fait, c'est vraiment l'IA qui a fait. Je pense que l'IA, en fait, c'est du contenu qui est. C'est du contenu fait par une machine, donc forcément, nous, c'est des trucs que nous, on connaît pas et on s'en rend même pas compte en tant qu'humain, tu vois. Mais Google, il voit, c'est du contenu qu'il aime, en fait. Surtout que l'IA s'est entraînée sur des textes qui existent réellement sur Google. Donc Google, il voit du truc qu'il connaît déjà, il voit des trucs qu'il aime bien et il prend en compte. Donc aujourd'hui, si je peux me permettre de te couper là-dessus, tu confirmes que là, par exemple, sur un de tes sites, un assez gros site qui fait du trafic, etc., le fait de publier, alors je ne sais pas comment tu fonctionnes, mais si jamais à partir d'aujourd'hui, tu te mets à publier pendant 6 mois que du contenu IA sur ce site-là, tu confirmes que tu constates pas nécessairement de baisse de trafic au global, en tout cas, le site n'est pas impacté de manière négative. Alors, impacté de manière négative, je suis sûr que non. Okay. On n'est jamais sûr en SEO, tu vois, mais on va dire 99%. Par contre, c'est sûr, c'est que si tu essayes de ranker sur du rachat de crédit avec des textes full IA, voilà, tu peux te brosser, quoi. Tu n'y arriveras jamais. Ouais. Mais sur des trucs qui sont peu concurrentiels ou pas concurrentiels, c'est complètement débile de payer même ne serait-ce qu'un centime pour faire un texte, quoi. Alors, alors du coup, je vais peaufiner légèrement ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, chez Tremplin Numérique, et on vous jette pas la pierre parce qu'en réalité, on est bien conscient que c'est une méta qui est nécessaire en édition, est-ce que vous ciblez ce qu'on appelle des fake keywords qui vous permettent d'avoir, entre guillemets, des metrics qui sont boostés à la hausse pour vendre. Enfin, concrètement, c'est pas, la question n'est pas, encore une fois, je jette pas la pierre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 95% des éditeurs et vendeurs de liens font ça. Et quand tu me dis on rank facilement avec de l'IA sur justement des petites requêtes, mais dès que la requête est un peu plus compliquée, c'est plus complexe, est-ce que tu parles entre autres de ce type de requêtes-là, ou même sur des requêtes informationnelles un peu plus globales, l'IA passe bien? Non, l'IA, elle passe bien sur tout, en fait, sauf sur du très concurrentiel. Mais l'IA, elle passe bien sur tout. La question qu'il faut se poser, c'est qu'il faut voir, je pense, à long terme. Ça dépend ce que tu veux faire avec ton site. Je pense à un site là que vous avez peut-être dû voir passer qui s'appelle Synonyme du mot. Ouais. Je crois qu'il s'est fait striker récemment. J'avais pas suivi, mais je crois qu'il s'était fait détruire. Il a monté. En fait, ce qu'il faisait, le mec, c'était simple. Il scrapait toutes les PAA, donc les People Also Ask sur Google. Quand vous tapez un mot-clé sur Google, vous tapez greffe de cheveux et Google vous propose à partir de quel âge peut-on faire une greffe de cheveux, combien coûte une greffe de cheveux, etc. Il scrapait toutes les questions. Il les uploadait, il générait un petit contenu avec de l'IA. Je crois qu'il prenait la réponse originale en la changeant un petit peu et tout. Et en fait, ça a très bien marché. Mais voilà, au bout d'un moment, il s'est fait strike parce que les algos de Google évoluent et le contenu n'était pas du tout quali et apportait pas de réponse à la question. Moi, je voyais même que je faisais des recherches dans la vie de tous les jours. Je tombais tout le temps sur ce site-là qui sortait n'importe quoi et tout. Et ça, c'est logique que ça se casse la gueule. Maintenant, quand tu le fais bien, comme je t'ai dit dans l'exemple d'avant, ou pour ajouter des paragraphes, ou pour même transformer un texte qui fait juste 100 mots en un gros texte de 500, 600 mots, ça, pour moi, c'est magnifique et il n'y a pas de raison que ça s'arrête de marcher. Alors, d'ici 5 ans, oui, bien sûr, mais d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, je pense que ça va bien se faire. Surtout qu'au fur et à mesure où Google va peut-être être plus exigeant, les moteurs d'IA, il y aura GPT-5, GPT-6, GPT-7, donc bon, je pense que ça va durer un petit bout de temps. Et pour l'anecdote d'ailleurs, j'ai fait un truc, il faudrait que je le fasse sur mes autres sites, mais j'ai pas eu le temps. L'autre jour, j'ai alors je suis pas développeur, mais avec ChatGPT, bien sûr, j'ai dev avec GPT-4, un plugin WordPress qui marche nickel. Et qu'est-ce qu'il fait ce plugin? En fait, il s'ajoute, c'est simple, tu vois, quand tu es sur la liste de tous tes articles sur ton site, tu coches les articles de ton choix et tu as un nouveau menu déroulant qui s'appelle générer une introduction et une conclusion en IA, directement connecté à l'API de OpenAI. Donc j'ai mis 1 heure max avec GPT-4 pour développer ça. Ça marche nickel et du coup ça permet de mettre à jour comme ça mes articles avec une petite conclusion, une petite introduction et ça leur redonne un coup de jeune et c'est magnifique. Voilà.
Trop bien. Et ça, c'est le genre de truc que tu peux faire. Tu développes avec de l'IA, un plugin qui lui-même va se servir de l'IA pour ajouter du contenu sur tes sites. Et franchement, tu vois, ça apporte un coup de boost à tes sites. Ça, pour le coup, je pense que la plupart des SEO sont d'accord avec le fait Ouais. que mettre à jour ces articles, rajouter un petit peu de contenu, ça c'est quand même assez prolifique. Et d'ailleurs, à ce propos, même une phrase, en réalité, ça suffit à mettre un coup de jus pour tous ceux qui n'ont pas encore pris conscience de ça. Essayez, avec ou sans J'ai pas IA, rép- en vrai, c'est solide. J'ai pas répondu à ta question sur le fake trafic, mais oui, bon, on fait partie des 95%, Oui, mais bien, c'est mais normal. c'est normal, nous Mais tout aussi, le monde on te rassure, même si on fait beaucoup moins de ventes de liens, on fake nos TF, on fake notre trafic, on fake tout ce qu'on peut, parce que la réalité, c'est que le marché fonctionne comme ça, et que si les gens savent pas acheter des bons liens et sont prêts à payer cher pour des liens fakés, c'est-à-dire 95% du marché, bah voilà, c'est... Je vais faire passer un message, mais je pense pas que la personne qui a acheté ça regarde vos podcasts, parce que voilà, c'est vraiment Bah, c'est un peu le problème. Ouais. le bas de l'échelle. Mais en fait, il y a un mec, par exemple, hier encore, on a reçu je reçois un message en privé sur iReferrer, donc plateforme de vente de liens. Le mec me dit, bah en fait, votre article, il est pas indexé. Je dis, ouais, mais gros, en fait, non seulement l'article il est pas indexé, l'article que lui m'a acheté, le mec a payé 50 balles pour avoir un article, non seulement il est pas indexé, mais le site en lui-même n'est pas indexé. C'est un site qui est filtré par Google, il n'y a rien indexé, il fait 0 de trafic. Le mec l'a acheté juste parce qu'il a vu un gros TF, tu vois. Bon, bref. Si t'achètes du lien comme ça et que toi ton but c'est de pousser tes sites, t'es mal barré, quoi. Mais en fait, et ça c'est ce que je répète là de plus en plus, et je vais. Écoutez, quand vous voulez qualifier un site, que ce soit pour acheter un site, pour acheter du lien, pour n'importe quel business lié au site, pour le qualifier, vous avez des tools qui estiment du trafic, donc SEMrush, SimilarWeb et des trucs du genre. Vous avez des métriques un petit peu qui sont censés estimer la force de frappe du site, donc ça va être le TF, le DA, le rank href, etc. Et vous allez avoir aussi le nombre de RD, vous allez avoir le design du site aussi, vous préférez acheter sur un site qui est beau que sur un site dégueulasse. Et en fait, tout ça, tu peux le fake. Tu peux fake ton DA, tu peux fake ton TF, tu peux fake le nombre de RD, tu peux fake le trafic, tu peux tout fake. Le seul truc que tu peux pas fake aujourd'hui, c'est à mon point de vue, à mon niveau, je pense que c'est est-ce que ton site est présent dans Google News ou pas. Alors, il faut pas se leurrer, il y a plein de sites qui sont magnifiques et qui sont pas présents dans Google News. Mais la réciproque, pour moi, elle est pas valable. C'est-à-dire qu'un site qui est dans Google News, forcément, il a de la patate. Il est validé par Google sur un truc. C'est une forme d'exclusivité en fait. C'est pas donné à tous les sites. C'est vraiment le critère. Et en plus, c'est surtout le seul critère parmi tout ce dont on parle. Donc, SEMrush, DA, Majestic, tout ça. Eux, c'est pas Google en fait. C'est des sociétés qui ont rien à voir avec Google. Alors que si ton site est présent dans Google News, c'est que Google a fait une action pour qu'il le soit. Et ça, pour moi, c'est vraiment le truc qui est pas possible à faker. Et donc, quand moi j'achète personnellement, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo aussi, quand j'achète du lien sur iReferrer pour des clients ou même pour nos propres sites, on prend systématiquement du Google News. On met le filtre site Google News et certes, on loupe plein de sites qui sont super et sur lesquels on aurait pu acheter du lien, mais au moins on a la garantie de pas acheter de la merde, que ça va s'indexer, que ça va ranker même sans doute. Et ça, pour moi, c'est vraiment le truc que tu peux pas fake. Voilà. Sinon, nous, on fake le reste et les gens achètent, les gens veulent acheter. Et je vais même aller plus loin, même nous, en tant qu'éditeurs, on sait ce que c'est que le fake, les fake TF et tout. Mais en fait, on achète même sur iReferrer parfois du lien avec du fake TF, forcément pour booster aussi nos propres sites, tu vois. Parce que c'est un cercle, on va dire, vertueux pour les éditeurs, vicieux pour les annonceurs. Mais en fait, c'est un cercle qui fait que ça se répète et plus ça va, plus ça continue et plus les gens veulent acheter du gros TF et tant mieux pour nous. Enfin, moi qui suis extrêmement acheteur, c'est devenu un enfer quoi, d'acheter. C'est la problématique. Ouais, c'est clair. Écoute, moi je peux que te conseiller de prendre du lien sur des Google News, au moins t'as la garantie que ça va pas être de la grosse merde. D'ailleurs, alors que des sites à 42, ouais. Non, j'allais juste dire, ça pourrait être intéressant parce que tout ça, évidemment, comme on te le dit, on est bien conscient que le marché de la vente de liens fonctionne comme ça aujourd'hui, c'est un fait. Donc du coup, dans la formation gratuite, nous on parle, on donne des méthodes justement pour faker ces trucs. Et ce qu'on peut faire, c'est donner un petit truc ici. Anto, c'était chaud tu sais, dans la petite formation, tu parles notamment de fait de racheter un site spammé et comment tu fais pour faire bénéficier de ton site cible des métriques. Ah, qu'est-ce que je ferais? Ouais, moi je cloquerais uniquement
Google, enfin, je ferai pas ma redirection pour Google, mais je ferai ma redirection pour tous les robots et tu fais passer tout le TF, toutes les métriques bidons, quoi. Et comme ça, t'es Ouais, pas c'est ça. pénalisé, toi, ton site est propre. Voilà. Voilà, C'est hein. ça, c'est ça. Ouais, bien sûr. Alors, je crois que. Je dis je crois, parce que vraiment je suis pas sûr. Et en plus, Majestic, c'est un peu comme Google, ils font des mises à jour souvent dans leurs algos et tout. Je crois que Majestic, tu as un problème sur la transmission d'UTF quand la page n'est pas indexée par Google. En gros, si la page n'est pas indexée par Google, Majestic ne lui attribue pas un TF, ou alors le diminue grandement. J'ai cru voir ça quelques fois, donc à mon avis, dans le doute, quand tu fais ton clocking, juste affiche une page blanche pour Google, tu vois, mais juste histoire qu'il Ouais. indexe quand même. Ouais, ok. Tu mets une image bidon, tu mets un petit paragraphe bidon, et voilà, juste histoire que ce soit quand même indexé, tu vois. Ok, Mais c'est un truc intéressant. qu'on fait aussi, c'est- c'est un truc qu'on fait pas mal aussi. Ouais. Bah, t'es obligé en fait. Donc moi je vends pas de lien, donc mais si je devrais en faire, je ferais ça, mais je trouve dommage en fait. Enfin, je trouve ça. Et est-ce que d'ailleurs, tiens, je Bah, pose une question. Est-ce que je- tu penses que s'il y aurait des plateformes qui se feraient, mais à l'inverse avec que des sites quali, tu vois? Est-ce que ça, il y a un marché? Oui, mais comment t'identifies un site quali vu que tout est faké? Bah c'est ça. Ouais. Non, il y En en vrai, a qui ont le meilleur essayé. truc, ça serait de plug des Search Console et d'avoir du vrai Ouais, traf, c'est ça. mais Alors, personne ne le ferait. il y en a qui ont essayé, il y en a qui existent. Alors, plateforme avec la Search Console, il y en a une et j'ai oublié le nom, mais c'est pareil, c'est pas une plateforme française, c'est une plateforme un peu d'un pays chelou. C'était quoi déjà? Il y a des plateformes où il faut forcément mettre Analytics. Alors, pas la Search Console. Le problème de l'Analytics, ça se fait de la même manière Ah bah que tout le reste. Bon, bah, j'ai le regret de te dire que la Search Console, elle se fake aussi. Mais bon. Là, on est déjà dans un truc un peu plus haut, quoi. Il y a moins de personnes Ça qui doit être savent le la faire même quand même. technique que pour SEMrush, peut-être. Enfin, ça doit être un truc. C'est plus ou moins équivalent. Ça commence comme SEMrush et après il y a des petites étapes à faire en plus, quoi. Voilà. Je veux pas trop le dire là parce que voilà, comment ça encore Ah. plus pourrir. J'ai pas envie de pourrir le web plus qu'il ne l'est, plus qu'il ne l'est déjà. Non, mais si, la Search Console, tu peux la faker. En fait, il y a des trucs que tu peux pas fake dans la Search Console, il y en a d'autres que tu peux fake. Et mais oui, c'est sûr que acheter donc faudrait faire une plateforme de netlinking qui se connecte systématiquement à la Search Console et avoir, en plus, après, tu peux mettre des filtres pour empêcher le fake, les fake résultats Search Console. Ça pourrait être faisable. Maintenant, la complexité du truc, et en fait, va dire à des éditeurs, tu vas connecter ta Search Console sur un ouais, site. c'est le problème. C'est Enfin, sûr, en il y a tout Moi, cas, personne moi- qui le fait. je pense que, tu vois, en réfléchissant comme Ouais. ça vite fait, je pense qu'à la limite, pour essayer d'identifier rapidement si un site est potentiellement bon ou pas, l'un des trucs, ça serait éventuellement de calculer un ratio entre le nombre de liens internes du site et le nombre de liens sortants, tu vois. Et c'est, enfin bon, c'est à voir ce que Ça veut tout et rien dire, parce que tu Bah. prends des vrais sites légit, genre comme un camion là ou un truc comme ça, qui est un site de blog pour mecs, Ouais. enfin un site de lifestyle et tout ça. Absolument 100% de leurs articles ont un lien Ouais. sortant parce qu'ils Non, mais même présentent pas un la lien. nouvelle veste. Il y en a 10, ouais, d'ailleurs. Il y en a 10. Ah, Ouais, beaucoup ouais. plus même, ouais. Ouais, c'est ça. Il y a, alors je sais plus c'est lequel des deux frères Perronnet qui parlait de ça il y a quelques mois, qui avait fait une analyse sur les sites, sur ce qu'était un site entre guillemets naturel. Et en fait, c'est même pas un lien, c'est même pas 5, c'est 10, c'est 20. Je crois que la moyenne, il avait fait une moyenne. Hein. Quand il y a un lien, il y en a 20 qui vont avec, tu vois. Si tu regardes des vrais articles de presse, genre un truc Mediapart ou Le Ouais, Figaro, exactement. ils font des liens non seulement internes, mais ils font du lien vers tous leurs concurrents, vers l'AFP, vers des sites étrangers et tout. Ah, les mecs qui disent ouais, il faut qu'un lien soit dans la même langue et tout, mais naturellement, c'est pas. Moi, c'est comme ça que je vois un site d'éditeur, c'est qu'il a que des liens français, tu vois. T'as un site d'éditeur français, t'as que du lien français. C'est pas du tout naturel. Normalement, t'as du lien anglais déjà, forcément, tu vois. T'as des sites anglais qui te font du lien, naturellement. Et en fait, il n'y a pas de. Non, ça, je pense que ça marcherait pas, ça serait pas suffisant du tout. Non, moi, ce que je conseille aussi, c'est tout simplement, quand vous achetez du lien, généralement, c'est pour une raison précise. Acheter du lien pour pousser le site d'un de vos clients, pour pousser une requête. Bah, je pense que quand tu connais la niche, normalement, tu as un peu d'expérience, tu te fais paniquer quand tu achètes du lien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est simple, hein. Si moi, je veux pousser ma requête pilule pour maigrir, je connais un petit peu la SERP pilule pour maigrir, je connais le secteur, et je vois que s'il y a un site qui se positionne en première page sur pilule pour perdre 20 kilos, je sais que c'est très concurrentiel. Je sais qu'à mon avis, pilule pour perdre 20 kilos, s'il est en première page, c'est qu'il est déjà assez sérieux comme site, tu vois.
Et en fait, nous, on s'est posé, il y a eu un dilemme, on s'est dit, est-ce qu'on fait du fake traf sur nos sites? Est-ce que sur tous nos sites? Parce qu'on s'est dit, en fait, il y a certains de nos sites qui sont bien, tu vois, qui rankent sur des super mots-clés. C'est peut-être un peu dommage de les pourrir, entre guillemets, à faire du fake traf. Les vrais éditeurs vont, en regardant notre site, vont se dire, enfin, les vrais annonceurs, pardon, ceux qui veulent acheter du vrai lien qui pousse, vont se dire, bah non, c'est encore un site pourri qui fait du fake traf. Bon, finalement, on l'a fait et je pense que des vrais qui achètent, il n'y en a plus. Et non, c'est des agences qui achètent, qui passent des milliers d'euros par mois en achat de liens. Ils en ont rien à foutre, ils connaissent rien. Ils veulent même, en fait, ils sont même pas payés à la performance pour la plupart, donc ils en ont rien à foutre. Ce qu'ils veulent, c'est dilapider leur budget de liens. C'est infâme quand même. C'est Internet, hein, c'est pas toi que ça va choquer en toi quand même. Tu vas pas Non, me mais le là, faire. non, mais là, le secteur aujourd'hui, il est comme ça. Hein, le secteur aujourd'hui, il est comme ça. Et quand tu regardes ce qui se fait à l'étranger, t'as des pays comme l'Espagne où ça commence à être un petit peu la même chose. Tu vois, genre j'ai vu du fake traf dans d'autres langues. Mais t'as des pays, ils ne sont même pas encore au SEO, ils ne sont même pas encore à l'achat de liens. Tu vois, ils en sont encore en mode ouais, tu t'inscris sur un annuaire. Je pense qu'il y a encore il y a vraiment de l'avenir dans ce secteur à l'international. En France, je sais. Alors en France, on est vraiment genre je pense que j'ai vu des trucs enfin ce que j'ai vu en France sur de la manipulation de trafic SEMrush et tout, je le vois peu à l'étranger. Hein. On est vraiment à un niveau très très avancé. Ouais. Quand tu vois des agences web qui ont 3 millions de volumes de recherche sur leur nom alors qu'elles ont été créées le mois dernier, tu vois, ça, je le vois peu à l'étranger. Ça, on avait vu, c'était quoi Anto? C'était une agence là qui était à je sais plus 16 millions de trafic sur une longue traîne en plus. Hein. C'est vraiment le truc, c'était 5 mots. C'est agence référencement naturel au pouce de mousse, agence référencement Insight 360, je sais pas quoi. Tout cela. Il les connaît bien, t'inquiète. L'article après, c'est de se positionner dessus aussi. C'est eux qui font le taf, mais. L'article type, c'est agence 360 référencement, 2 points, comment ça marche, comment s'en servir, à quoi ça sert, tout, tu vois. Ça, c'est des articles que tu vois fleurir à droite, à gauche. Ouais. Bah, on l'a fait pour nous aussi. Hein. On l'a fait pour nous aussi. On a arrêté parce qu'au bout d'un moment, ça coûte cher aussi. Hein. Mais non, mais c'est des méthodes comme d'autres, quoi. Mais ça marche bien. Hein. Ça marche bien. Il y a des plateformes. Alors, je vais quand même juste préciser un peu parce que voilà, et c'est des annonceurs qui regardent ce podcast. Il y a quand même des plateformes qui modèrent un peu et qui font pas de la merde. Voilà, je pense à SEM Juice. Je sais que SEM Juice, à moi, ça m'est pas arrivé. D'ailleurs, j'espère qu'ils verront pas cette vidéo parce qu'ils vont aller faire un petit tour sur nos sites. Strike à le non, mais on le fait pas non plus sur tous nos sites. Mais je connais des personnes qui se sont fait ou qui ont reçu des emails d'SEM Juice. Leurs sites ont été désactivés parce qu'ils abusaient du fake traf. Moi, je trouve ça. Enfin, si j'avais été à la place des CM Juice, j'aurais pas du tout fait ça. J'aurais tout simplement. C'est pas compliqué en plus de faire des listes de mots de fake traf et de les soustraire de l'estimation globale. Ouais, c'est pas compliqué à faire. Ouais. Je sais que je connais quelqu'un qui avait essayé de faire ça aussi pour un peu évaluer les sites sur SEMrush, qui avait la liste de tout. Tu vois, ça aurait été smart de faire une plateforme avec ça, par exemple. Il faut que les plateformes te prennent en consulting 1 heure ou 2. Tu leur expliques tout ça, Nico, et on est reparti sur un marché clean. Je pense que SEMrush n'ont pas intérêt à le faire parce que ça leur ils aiment bien SEMrush. En fait, c'est simple, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux faire du fake traf, tu as besoin de SEMrush pour savoir ce qui se fait, tu vois. Moi, je sais, si SEMrush avait arrangé ça et faisait en sorte de plus surestimer certains sites, peut-être que tu aurais moins besoin de payer pour avoir accès à SEMrush, tu vois. Là, tu as besoin de payer en fait pour avoir le détail des mots-clés, justement. Alors que SEMrush avec un compte gratuit, tu vois juste le trafic que fait le site, tu vois. Tu vois les 4-5, je crois, le 4-5 top mots-clés, mais tu payes pas. Et SEMrush, justement, tu payes pour avoir la liste de mots-clés et pour pouvoir après le... Alors moi j'ai une question du coup, Nico. On le sait, peut-être que certaines personnes qui nous écoutent le savent pas, mais la vente de liens se divise en 2 catégories principales, on va dire, au moins. C'est-à-dire d'un côté ce qu'on appelle les articles sponsorisés, c'est-à-dire le client qui paye pour publier un nouvel article sur votre site en incluant le lien vers son site à lui. Et on a aussi ce qu'on appelle des liens positionnés, c'est-à-dire que là pour le coup, le client paye pour un mot-clé positionné, pas forcément sur la première
première page, ça peut être la deuxième, la troisième, la quatrième page, mais il va payer pour le positionnement d'un mot-clé dans les SERP, donc dans les résultats de recherche. Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous donner un ordre d'idée du pourcentage de business de ton côté entre les clients qui achètent du positionné et les clients qui achètent de l'article sponsorisé? Tu as une idée de ça? Tu veux dire par rapport à notre chiffre d'affaires? Ouais, enfin par rapport à ce que vous vendez, enfin en général, ouais, c'est ça. J'aurais, tu sais, avec les petits problèmes qu'il y a eu sur la Ouais. plateforme plateforme On se de doute vente de bien liens que ça a positionnés, dû pas mal bouger les ça a un peu choses. changé. Ouais, ça Ouais. a un peu bougé les choses. Il y a d'autres. Maintenant, déjà c'est un peu mieux réparti, on va dire. Avant, maintenant c'est plus réparti parce qu'il y a d'autres plateformes qui proposent l'achat de vente de liens Ouais. positionnés et qui font un peu plus de ventes depuis ces événements. Maintenant, ça n'a jamais été une grosse. On a toujours vendu beaucoup plus en articles sponsorisés Ok. qu'en Ok. liens positionnés. À l'étranger, on vend très peu de liens positionnés. Enfin, quand je dis à l'étranger, c'est pas forcément que sur des sites étrangers, mais c'est aussi sur des sites français à des annonceurs étrangers qui achètent du lien. Ils envoient souvent leurs articles, ils veulent des articles. Je trouve ça pas cohérent dans la mesure où moi, pour mes clients ou même pour mes sites à moi, je préfère acheter du lien positionné. Tu as une garantie, c'est ce que je te disais tout à l'heure, la garantie Gnews. Tu peux aussi, si tu veux pas acheter du lien sur du Gnews, tu achètes du lien sur un site, autant acheter un article déjà positionné, tu es sûr que tu as déjà un peu de trafic qui va. Ouais. Pour moi, un lien sans trafic, un lien qui rentre pas, je vois pas trop l'intérêt, tu vois. Alors qu'un lien positionné, tu es sûr au moins d'avoir un peu de jus. Donc moi j'achète plutôt sur du lien positionné. Mais on vend beaucoup plus sur de l'article sponsor basique. Ok. Un truc qui se fait aussi, on parle de vente de liens, alors qui se fait beaucoup, je pense, dans certains pays, mais pas trop en France, mais qui s'est toujours fait en France, mais dans une moindre mesure, c'est l'achat alors, communiqué de presse. En fait, le communiqué de presse, tu vois, tu as des pays où t'as des pays où, en fait, le communiqué de presse, c'est quoi? C'est des marques, des entreprises qui passent par une agence de relations presse qui envoie tout un carnet d'adresses de blogueurs, de médias, de chaînes télé, de radio, de presse, une info. Tu vois, et toi, tu reprends l'info, si elle est intéressante, tu la mets sur ton site et ça te fait du contenu. C'est comme ça que travaillent les journalistes. Tu vois. Le truc, c'est qu'en France, forcément, la vente de liens est tellement développée que moi, je sais, parce que je l'ai vu dans l'autre sens, d'un point de vue de relations de presse. Fais un communiqué de presse aujourd'hui, tu tapes sur Google agence communiqué de presse. Tu fais un communiqué de presse, ce que tu reçois comme réponse, c'est paye-moi pour que je publie ton communiqué, tu vois. Tu vois, c'est les éditeurs, et nous on le fait, hein. Nous on reçoit souvent des agences qui nous envoient des communiqués de presse, tu dis il est bien ton communiqué, maintenant tu payes combien, tu vois. Et en fait, ça se fait pas, il y a certains pays où ça se fait pas trop, et là en France ça se fait, et surtout que de plus en plus, tu vois, il y a vous devez connaître, je pense, Prisma Media et des gros groupes comme ça qui ont mis la main sur pas mal de sites éditeurs, d'éditeurs de sites, et en fait maintenant eux ils se spécialisent dans ça, c'est-à-dire que tu payes 1000 balles si tu veux publier ton communiqué. Et non, en fait, je dis ça parce qu'on parle par abus de langage peut-être d'achat de liens, mais on vend de plus en plus, nous, d'articles qui n'ont même pas de liens sortants, en fait, qui sont juste des articles à but de... Ouais, soit c'est de la e-réputation, soit c'est tout simplement communiquer sur une annonce. Alors, c'est un truc que tu vends aussi, un des autres avantages d'avoir un site Google News, tu vois, c'est que Google News, c'est de la vraie actualité. Acheter un article sur un site d'éditeur qui a, tu sais que peut-être le nombre de lecteurs que tu auras, c'est entre 0 et 1, tu vois. Généralement, c'est des articles qui sont même pas être amenés, qui sont même pas destinés à être lus. Alors qu'avec du Google News, tu fais quand même assez de lecture. Et là, hier, on a vendu un article. Je sais pas si je devrais le dire, mais de toute façon, je sais qu'ils pourront pas voir cette vidéo. On a vendu un article. Attention. Non, vraiment. On a vendu un article sur un site Google News pour promouvoir le nouveau gouvernement du président de l'Ouzbékistan. Il n'y a pas de lien sortant. On a fait un article qui dit, c'est un super article de propagande pour l'Ouzbékistan. On a été payé 50 € pour publier ça sur un petit Google News merdique. C'est un de nos plus petits Google News qui fait très peu de trafic, mais qui a l'avantage quand même d'être Google News. Et voilà ce que tu peux vendre quand tu as un Google News. Tu t'es contacté. On l'a fait aussi pour certains pays africains, pareil, qui veulent mettre en avant les oppositions ou les gouvernements et tout. C'est très drôle. Et du coup, il n'y a pas de lien sortant. Et dans un but de e-réputation, tu as aussi des entreprises qui font ce genre de procédé.
Alors, pour expliquer aux gens un petit peu ce qu'est la e-réputation, parce que c'est ça, il faut le savoir, c'est aussi un très gros secteur Dans le web, du SEO en fait. En réalité, il y a des gens qui sont spécialisés, alors de moins en moins, je crois, parce que ça pose pas mal de questions éthiques, morales et tout. Mais c'est grosso modo, vous avez des gens qui ont soit fait des saloperies, soit leur nom a été entaché pour des bonnes ou des mauvaises raisons, et qui vont payer, souvent très cher, pour repasser, nettoyer la SERP, nettoyer, donc faire en sorte soit de dégager les résultats qui les concernent et qui font de la diffamation, ou en tout cas qui je sais pas moi, qui citent les délits qu'ils ont fait ou je ne sais quoi, et qui vont payer pour en fait nettoyer la SERP. Donc aujourd'hui, tu as des gens qui, toi, dans le cadre de l'e-réputation, vont payer pour justement faire remonter des articles un peu plus clean à leur sujet, par exemple, sans lien sortant. Ok. Et ça représente une grosse partie aussi. Enfin, c'est de plus en plus important. Non, ça jamais. Ça, c'est pas. Pour nous, c'est pas en haut. Ça a jamais représenté une grosse partie. Mais et puis parfois, quand c'est bien fait aussi, tu t'en rends même pas compte en fait quand tu les publies. Ouais. Souvent, quand c'est bien fait. Maintenant, parfois, généralement, je crois que maintenant ils ajoutent des liens en fait pour faire crédible. Mais souvent, avant, je me rendais compte parce que c'était on nous achetait un article, il n'y avait pas de lien dedans, tu vois. Donc généralement, s'il n'y a pas de lien, c'est qu'il cherche à faire autre chose avec son article. Okay. Mais généralement, quand vous êtes éditeur de site et qu'il y a une marque qui vous achète un article et que dans le titre de l'article, dans le H1, dans le title, ils te mettent le nom de leur propre marque, généralement, c'est une opération d'e-réputation derrière. Ouais. Après, souvent, quand tu tapes leur marque sur Google, tu vois que dans les suggestions, tu as le nom de la marque plus arnaque, le nom de la marque, des trucs comme ça, tu vois. Et ça, et ils essayent en fait de masquer ça en achetant des trucs quali et qui encensent positivement leur marque sur des sites d'éditeurs. Voilà. Ok, c'est intéressant de voir que ça aussi, ça se fait de cette manière-là. Tu as des questions Vous avez des questions, les gars? Ouais, moi j'en ai une. Vas-y. En fait, je sais pas exactement comment tu as fait jusqu'à maintenant. Tu as fait du e-commerce et tout, il me semble, avant. Ouais, on a fait un peu. Et donc, en gros, toi, comment tu te formes et / plutôt, là, aujourd'hui, comment tu fais ta R&D? Est-ce que tu as des trucs de R&D où vous-même, chez Tremplin Numérique, vous testez plein de choses en permanence? Ou est-ce que tu te formes autrement? Est-ce que c'est le réseau qui te permet d'avoir des tips? Tu vois, je prends ton exemple parce que tu parles beaucoup de tes Google News parce que tu as une vraie stratégie autour de Google News. Par exemple, ça, comment tu as fait pour l'apprendre, ce genre de tips? Est-ce que c'est le hasard qui fait qu'à un moment, tu as vu que vous avez réussi à choper un Google News grâce à une méthode et tu t'es dit, ah putain, en fait, je peux la dupliquer et continuer comme ça pour en avoir, par exemple? C'est une bonne question et je pense que c'est ce que font. Je pense que c'est ce qui manque à pas mal de personnes aujourd'hui, surtout on va dire des anciens du métier. Déjà, ouais, il y a plein de méthodes pour se «former» entre guillemets. Je peux vous proposer de venir à l'événement des Wizards, en février, des mecs Ah là là, à quel beau Lyon, gosse. des mecs que Le vous meilleur devez placement connaître. possible. Le meilleur. Je vous enverrai mon lien PayPal à la fin de la vidéo. Et non, mais vraiment, en réalité, il n'y a pas de... Je pense que déjà le plus important. Je vais pas faire le je sais pas quoi, développement personnel, mais le plus important, c'est l'état d'esprit. Non, vraiment l'état d'esprit et surtout la modestie, tu vois. Parce que en soi, c'est un milieu où chaque personne, il y a tellement de. Moi, j'ai appris des dingueries en parlant à des mecs qui eux-mêmes venaient me poser Il y a un mec qui est venu me poser une question sur Facebook il y a 1 an et demi à peu près. Et une question complètement débile, tu vois, un truc vraiment basique, je sais pas, ça devait être comment tu mets un sitemap dans ton robot TXT, tu vois. Et en fait, en parlant juste un tout petit peu, j'aurais pu l'ignorer et ne même pas lui répondre, tu vois, ou lui dire tu fais une recherche Google et tu vas voir sur Google comment faire, tu vois. Et en fait, j'ai pu juste parler quelques messages avec lui et sans faire exprès, parce que lui, il savait pas la dinguerie qu'il m'a dit, tu vois. Pour lui, c'est un truc complètement débile. Il m'a sorti une dinguerie. En fait, c'était, je lui ai jamais avoué, hein, mais je vais lui avouer, c'était. Et le mec avait réussi à indexer automatiquement. C'était à l'époque, il y avait tous les filtres 4 pages sur pas mal de sites et tout. Et le mec avait trouvé, à son insu, une méthode pour indexer 100% des pages de ton site. Tu vois. Alors Et ça, Nico, on en parlera à la Ouais. fin parce qu'il y a des chances qu'on ait parlé au même mec. Et enfin bref, on reparle de ça à la fin, mais moi aussi j'étais un peu sur le cul
Moi, c'était il y a 1 an et demi. Il y a un mec qui me posait une question complètement débile et j'ai un peu parlé avec lui et j'ai vu son truc. Ok. Incroyable. Et voilà, donc ça, c'est, tu vois, typiquement, c'est ce genre de truc. Et si. Bon, il y a les événements aussi, des événements SEO, parler Twitter, c'est très bien, écouter des podcasts. Après, les Mais tests, hein. Il y a que ça ouais, vrai. Hein. c'était exactement ce que j'allais dire, c'est qu'in fine, euh, forcément, si tu t'inspires des autres, tu auras des choses qui sont déjà faites. Tu n'auras pas des exclusivités sur des trucs vraiment où tu es le seul un peu à comprendre le truc, tu vois. Donc moi, j'aurais tendance à dire de tout tester. De toute façon, ce que je fais généralement, et c'est un truc où quand tu arrives dans un nouveau secteur, donc en l'occurrence le secteur du SEO, pas le secteur de l'édition de site, hein, mais le secteur du SEO, tu vois. En SEO, tu as vraiment tout et son contraire. Tu écoutes les mecs sur Twitter, les mecs ils te disent ouais, moi j'ai expérimenté ça. Le lendemain, t'as un autre qui va dire il a fait tout l'inverse et ça a marché aussi. Donc en fait, tu sais plus trop où est le vrai, où est le faux. Faut pas croire que parce que le mec a 30 ans de métier, il est plus forcément il a la science infuse. Déjà parce que bon, il y a des mythos, des mythos, il y en a partout. En plus de ça, peut-être que le mec n'est même pas mytho, mais il est de bonne foi, mais il est resté à son époque il y a 20 ans et ce qui était valable il y a 20 ans n'est plus valable aujourd'hui. Et en fait, donc nous, à chaque fois, moi j'ai toujours tout testé. Genre, avec même un truc complètement random, genre, je sais pas, on te dit, ouais, il faut mettre un sitemap sur tes sites. Bah, moi, je te dis, bah non, teste de pas en mettre, regarde ce que ça fait, tu vois. Ouais, il y a aussi les histoires, j'avais entendu là, avec le H1, à tel point que maintenant, j'arrive plus à savoir si c'est un mème ou pas un mème, vos histoires de H1. Moi c'est ça, tu vois, ça c'est typiquement, mais ça c'est le vrai exemple. Moi, tu vois, j'ai un site, on dit, oui, il faut mettre que un H1, c'est surtout le plus important, c'est pas que un H1 sur chaque page, tu vois. J'ai toujours grandi comme ça, à l'école, on m'a appris ça, et tous les SEO disent ça, j'ai jamais, un jour, je me suis dit, bah, Nick, je vais mettre 2 H1 sur ma page. De toute façon, au pire, je vais perdre des positions, et je vais le retirer, et je reprendrai mes positions, tu vois. J'ai mis 2 H1, et je suis passé premier sur mes requêtes, tu vois. Bon, bah, écoute. Après, que des gens en fassent un mème, je sais qu'il y a des potes qui se foutent de ma gueule avec ça. Non, je pense parce que c'est pas si simple que ça, tu vois. C'est pas soit ça marche, soit ça marche pas. Il y a un mec qui a dit, ouais, maintenant si tu veux ranker, il faut que tu entoures toute ta page HTML avec une balise H1, tu vois. mais non, c'est pas aussi simple que ça. Mais en tout cas, dans certains cas de figure, et j'ai bien étudié le truc et j'ai un peu trouvé des patterns qui font que pourquoi dans certains cas ça marche. Mais non, tu vois, c'est des trucs complètement comme ça où c'est des trucs qui coûtent rien, ça te coûte 1 minute de ton temps de tester. Oui, c'est peut-être une évidence du SEO, mais toi, ça te coûte rien de le faire, donc fais-le et tu vois ce qui se passe. Et niveau R&D pour du Google News, typiquement, en fait, moi, je suis très obstiné et j'arrive pas à lâcher l'affaire. Et en fait, la vraie histoire derrière les Google News, c'est que j'ai toujours pas. En fait, on est aujourd'hui dedans parce que j'ai toujours pas eu ce que je voulais. Moi, ce que je veux, c'est en créer des Google News. Enfin, je veux trouver le moyen, en partant d'être sûr à 100%, tu me donnes un nom de domaine et en 1 mois, 2 mois, je te les fais rentrer dans Google News, tu vois. Et ça, moi, je taffe au moins tous les jours un peu sur ça. Et pour l'instant, j'ai pas réussi. Enfin, j'ai réussi à faire rentrer 3 sites dans Google News là en 2022. Mais j'ai pas réussi à comprendre. Enfin, je vais dire qu'ils sont rentrés à mon insu parce que j'avais taffé pour les faire rentrer, mais je sais pas c'est quoi l'élément. Est-ce qu'il y en a un? Peut-être qu'il y en a pas, peut-être qu'il y en a 2, peut-être qu'il y en a 3. Et j'arrive pas, comme j'ai un petit peu tout fait en même temps sur tous les sites, j'arrive pas à savoir exactement comment j'ai fait pour les rentrer. Mais j'ai envie de le faire parce que déjà, j'aimerais bien le savoir le faire parce que déjà, je te dis, je suis obstiné et j'ai pas, tant que j'arrive pas, je suis très déçu. Et en plus, si j'arrive à le faire, franchement. De quoi? Il dit c'est le pattern. Parce qu'en fait, ouais, voilà. C'est intéressant ce que dit Anto, parce que c'est vrai, c'est un fait. Là, tout ce que tu es en train de dire, c'est marrant, parce que ça part de Dofus, où on se dit on est pareil. Et là maintenant, tu es en train de parler de ça, et au final, c'est un espèce de pattern récurrent. On est tous obstinés, on est tous complètement zinzin, parce qu'on est capable d'y passer des heures pour réussir à faire ce qu'on veut. Et il y a un autre truc que tu as soulevé qui est très intéressant. C'est ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est moins souligné, et pourtant pour moi c'est tellement important, c'est l'humilité. Et c'est super agréable déjà de parler avec quelqu'un comme toi qui a de l'expérience mais qui est humble, et c'est pas toujours évident au sein de la communauté SEO, et je pense que le fait de savoir être humble, même quand on a de l'expérience, ça nous ouvre énormément de portes aussi. Et c'est aussi, en termes d'information, en termes de contacts, de rencontres, de plein de choses, c'est quand même beaucoup plus sain, et c'est la meilleure des manières aussi d'avoir un juste retour des choses, quoi, de bâton, je dirais.
je rebondis sur ce que tu viens de dire. Je donne un exemple très concret. Je cite pas le nom parce que voilà, pas envie de vous faire strike votre vidéo. Il y a hier ou avant-hier, un SEO de 50 ans, multi-connu, que tout le monde connaît, si je disais votre nom, tout le monde le connaîtra, là, sur un groupe Facebook un peu privé, a mis un message, même pas dans la demi-mesure, il a mis comme message écrit noir sur blanc, au bout de 3 mois, Google, un site expiré, Google, et remet les liens à zéro. Il a dit ça, noir sur blanc, sur un groupe Facebook, tu vois. À la limite, tu dis, il y a 88, tu dis un petit 92% de chance de non, ça perd un peu de sa puissance. Non, pour lui, c'est remis à zéro. Et un pote à moi lui a répondu donc sur le groupe Facebook en disant, mais en fait, tu te bases, enfin, pourquoi tu dis ça, tu te bases sur quoi? C'est pas une blague, hein. Le mec a répondu, Google a communiqué dessus en 2003. 2003, les mecs. 2003, mais comment C'était le début de Google. On dirait vraiment un genre limite si je connaissais pas le personnage, j'aurais cru que c'était un mec qui fait un petit prank sur troll, Facebook, tu vois. Ouais, un troll, c'est ça. Mais non, même pas. Le mec est vraiment 100% sûr de lui. Et lui, c'est un gars qui est super connu. Enfin, je sais pas, il est très gentil par ailleurs. Mais tu vois, le problème, c'est que tu te dis en fait parce que peut-être il était le meilleur en 2005. Aujourd'hui, c'est non, faut se mettre à la page. Et en plus, je pourrais presque même citer son nom ici parce que je suis sûr à 100% qu'il regarde aucun de vos podcasts. Non, mais parce qu'il regarde aucun de vos podcasts. Il va se faire saucer, le pauvre mec. Non, mais pourquoi il regarde pas vos podcasts? Parce qu'à mon avis, il doit se dire dans sa, alors, je vais pas faire de la psychologie inversée, mais il doit peut-être se dire, bah oh, c'est des petits genoux, c'est des petits cons, ça sert à rien, ils vont rien m'apprendre de nouveau, je connais déjà tout, tu vois. Ce qui est en soi con, et je pense que, enfin, j'espère ne pas devenir comme ça. Moi, je suis jeune, hein, je sais pas quel âge vous avez tous. Non, je pense qu'on est plus vieux que toi. À part Anto, peut-être t'as 25 toi, Nico, non? 26 ans. 26 ans. Ouais. Bah, Franck a 42 ans, moi j'ai 33 ans. Non, je déconne. Enfin, Franck a 33, j'ai bientôt 32 et ouais. Anto, il est beaucoup plus jeune. T'as quel âge, Anto? Ouais. 28. 28. Ok, bah il est dans la fleur de l'âge. Il vous reste 4-5 ans avant de devenir des vieux cons du. Ouais, c'est ça. Mais ça ne saurait tarder. Des vieux cons du web. Non, mais moi, j'espère pas devenir comme ça. Mais je pense que je connais pas. Enfin, même sans parler du métier du web, du SEO et même du web en général, t'as toujours dans toutes les professions, tu te dis, ah, putain, les mecs, c'est des vieux cons. Et quand tu vieillis, t'en deviens toi-même, tu vois. Ouais. Mais j'espère, moi, ne pas le devenir parce que tu loupes tellement de choses, en fait, en restant sur tes acquis. Alors, à la limite, un vieux con mathématicien, ouais, le théorème de Pythagore, il a pas changé en 5 ans, tu vois. Maintenant, un vieux con dans le web, c'est chaud, quoi. Avec ce que Google disait en 2003, enfin, c'est fini, quoi. C'est le propre de notre métier, tout bouge en permanence, donc si on s'adapte pas, on crève en fait. Donc, et je pense qu'il y a beaucoup de gens frustrés, incapables de s'adapter, et il n'y a qu'à voir d'ailleurs en ce moment, on en est bien conscient, on en fait plus ou moins partie avec les Wizards aussi, mais toi aussi au final Nico, avec ton personal branding est en train de grossir, de s'étendre, et il y a plein de gens qui communiquent de plus en plus, prennent de plus en plus la parole, s'appuient de moins en moins sur les anciens, même si nous, on les tous autant qu'on est ici, on respecte ce qu'ils ont fait et on a beaucoup appris au travers de plein de choses, des conférences, de plein de trucs qui ont été apportés. Mais cette nouvelle vague dans la sphère SEO est pas toujours très bien reçue / perçue. C'est la communication, je pense, qui est mal appréciée. C'est que là où avant le SEO c'était un truc de geek dans son coin, dans sa petite conférence et entre potes. Bah là, t'en as qui viennent et qui font des TikTok, tu vois, et du coup, ça choque. Ouais, il y a plein de raisons, je pense. Mais c'est une des raisons, ça, c'est sûr. Mais je pense qu'il y en a plein d'autres aussi. Après, il y a aussi la raison basique, la part du gâteau, tu vois. Il y a une part du gâteau. Les anciens n'ont jamais fait beaucoup d'argent non plus. Pour moi, les anciens, c'est beaucoup des geekos, devs un peu refoulés, tu vois. Pas tous. Pas tous, pas tous. Mais il y a une bonne majorité de gens qui n'ont pas, par rapport à l'époque où ils étaient, et l'argent qu'ils auraient pu faire, franchement, c'est pas ouf, quoi. Typiquement, il y en a des anciens qui sont dans le métier depuis 20 ans, qui sont encore en auto-entreprise, tu vois. Bon, peut-être qu'ils font du black et qu'ils cachent tout, hein. J'espère pour eux, en tout cas, parce que sinon... Bref. C'est parti. Non, mais alors, après, par contre, moi, ça revient un petit peu sur ce qu'on disait sur la R&D, tu vois, mais là, pour le coup, je pense qu'en termes de qualité du contenu,
il y a pas plus, enfin les nouveaux, on va dire les jeunes ou les nouveaux sont pas meilleurs que les anciens. Il y a vraiment des bons, il y a du bon partout, du mauvais partout. Faut vraiment pas se fier. Je pense, faut vraiment pas se fier. J'aurais tendance à dire il faut se fier qu'aux résultats. Mais encore une fois, les résultats d'il y a 10 ans, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Donc même ça, un peu dubitatif. Ouais. Mais voilà, pour moi, un mec qui arrive à ranker 1 an sur une super roquette très concurrentielle, au moins top 2, top 3, tu vois, je pense que c'est quand même un mec qui sait s'y faire. Mais il faut creuser. Pourquoi? Parce que si le mec derrière, il a fait ça dans le cadre d'un contrat avec une boîte qui avait 1 million de budget par mois, par rapport au petit mec qui s'est mis que 5ème, mais qui a fait ça avec son petit site parti de zéro, ça n'a rien à voir, tu vois. Il y en a un des deux qui a beaucoup plus de facilité que l'autre. Donc il y a trop d'aléatoires, il y a trop de choses, enfin comment dire, de facteurs qui jouent sur ça. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut tout le temps tester et juste pas prendre pour argent comptant ce que les gens te disent. Même pas qu'ils soient mal intentionnés, mais voilà, je donne des petites caricatures, mais un vieux va te dire ça parce qu'il est resté à son époque, un jeune va te dire un truc parce qu'il veut juste faire du reach sur Twitter, je caricature, mais c'est des choses qui arrivent, tu vois. Et c'est pas parce qu'on te dit, pas parce que tu vois écrit quelque chose ou que tu dis quelque chose qu'il faut que c'est forcément une vérité, et je pense que pour le coup, à part des choses qui nécessitent vraiment des gros budgets ou énormément de temps, c'est tellement simple dans le web de tester un petit peu à droite à gauche, un petit peu tout, faire des tests comme ça, je pense qu'il faut en profiter. Alors nous, mais il faut avoir quand même les quelques caractéristiques, le fait d'être obstiné, d'avoir de la suite dans les idées. Mais c'est la passion, ça va être la passion. Je pense qu'au sein de nous, de Tremplin Numérique, tu vois, mon associé, il est plus. Alors lui, il faisait beaucoup. Enfin, avant Tremplin Numérique, il faisait 100% du e-commerce. Ouais. Dropshipping ou pas dropshipping, e-commerce traditionnel. Il en fait beaucoup moins aujourd'hui parce qu'il fait forcément il taffe avec on taffe ensemble pour Tremplin Numérique, mais lui il faisait beaucoup d'e-commerce, et lui en fait il était là, il est dans le web parce qu'il aime bien le web de manière générale, il veut être là où il y a un petit peu d'argent à se faire, mais il n'a pas la passion je vais pas dire du SEO, mais la passion du web, tu vois. Alors le niveau R&D, je vais voir cette vidéo, mais il m'en voudra pas parce que c'est vrai ce que je dis, tu vois, mais il est pas, c'est pas lui qui va passer une nuit à pas dormir parce que il a envie de chercher comment faire ce truc, pourquoi ce site rank 2e alors qu'il a 0 lien, tu vois. Ça, par contre, c'est mon taf, tu vois. Moi, je peux pas. Donc non, mais c'est au point. Non, mais moi c'est un truc genre en mode un exemple très concret. J'ai un pote qui m'a envoyé la dernière fois, il y a plusieurs mois, une agence qui positionnait systématiquement tous les sites, tous leurs clients rankés sur des requêtes super concurrentielles avec des sites qui avaient 1 an, qui avaient 1 mois d'existence et qui n'avaient pas de lien et tout, et c'est incompréhensible. Et j'en suis au point, je les ai appelés, je me suis fait passer pour un client, j'ai fait faire un devis pour pouvoir rentrer en contact avec eux, pour faire vraiment, et ça m'a pas suffi. J'ai toujours pas réussi à comprendre le pourquoi du comment. Donc là, j'en suis vraiment au point de me faire embaucher en stagiaire chez eux, genre vraiment. Mais je pense que je pense que c'est ce qui va se faire parce que j'ai envie de savoir le pourquoi du comment. Et même si, alors en l'occurrence, c'est une niche qui m'intéresse et j'aimerais bien le faire aussi, mais même si c'est un truc qui m'intéressait pas, moi, tu m'envoies un vendredi soir. Tu m'envoies un vendredi soir à 20h une SERP comme ça et tu me dis putain pourquoi ce mec il rank et je passe le week-end, hein. J'annule, même si j'avais prévu de faire des sorties le week-end, je vais faire croire à ma meuf que je suis malade et je vais rester derrière le PC pour trouver le pourquoi du comment, tu vois. Et ça c'est je sais pas si c'est inné ou pas. Moi je pense que pour moi c'est plutôt inné, mais peut-être que pour d'autres ça s'acquiert avec le temps. Ça j'en sais rien, mais ce que je sais c'est que c'est quand même une passion qui peut t'aider à progresser en R&D. Maintenant, je connais des éditeurs de sites qui n'ont pas du tout cette passion, qui en ont rien à foutre et qui font des très très gros chiffres d'affaires en édition de site. Enfin, c'est pas l'édition de site n'est pas c'est pas un prérequis. Il faut pas avoir la passion du web pour faire de l'édition de site. Je pense pas du tout. Non, parce qu'en fait, il te suffit d'appliquer les 80% de bonnes méthodes qui marchent et que tout le monde connaît. Et que si t'es bosseur, ça marche en fait. Ouais, c'est ça. C'est les hacks et les tips et tout ça, tout dont ce que tu es en train de parler, les petits trucs en plus, au final, ça représente, c'est minime. L'impact peut être gros, mais le temps que tu vas passer à faire ça, peut-être que si tu l'avais passé à faire un business normal, classique, ça marcherait tout aussi bien. Mais ça, c'est mon associé qui me dit ça, hein. Parce nous, on a des trucs. Là, j'ai une to-do list, j'ai des trucs. Je sais, ça fait 10K par jour, tu vois.
Mais il me dit, mais putain, pourquoi tu fais pas ça? Je dis, bah attends, moi, il faut que je trouve comment le mec qui s'est positionné deuxième sans lien, tu vois. Il me dit, mais on s'en bat les couilles de ça. Mais on s'en bat les couilles de ça, ça rapporte 0 €, ça. Je dis, ouais, bah écoute, laisse-moi vivre. Non, moi après, j'ai de la chance parce que du coup, c'est ce que j'aime, tu vois. Après, je pense que je taffe aussi beaucoup plus que lui parce que lui, son loisir, enfin, si lui, ses loisirs, c'est d'aller au cinéma en boîte, moi, mes loisirs, c'est de voir comment le mec est arrivé deuxième sans lien, tu vois. Donc après, je prends pas ça comme du. Pour moi, c'est même pas du taf, en fait. Ouais, ouais. C'est la vraiment passion. c'est ton kiff. Ouais, Au c'est lieu un d'aller gros regarder avantage. une série, tu préfères faire ça, quoi. Ah ouais, 1000 fois, c'est un gros avantage. Ouais, clairement. Ouais. Je retrouve beaucoup Anto Ouais, dans ta pas mal façon aussi. de Ouais. fonctionner. Anto est très extrême comme toi sur ces trucs-là. Et moi, je C'est voulais vrai. revenir au début. Tu nous disais qu'avec Tremplin Numérique, quand vous avez commencé à faire de la vente de liens, vous n'avez rien investi. Donc, c'était vraiment, vous avez monté vos sites et tout. Je pense savoir, et c'est pas un secret, qu'aujourd'hui, vous investissez pas mal dans des gros expirés. Vous remontez des sites en permanence, si je me plante pas. Peut-être je me plante. Non, mais pas tant que ça en réalité. Pas tant que ça? Ok. Parce que justement, c'était la suite de ma question. Parce qu'aujourd'hui, on le sait surtout pour les gens qui ont des boîtes en France, notamment, c'est quelque chose d'assez récurrent. Le fait, quand on fait du CA en édition, on a généralement relativement peu de... Enfin, c'est souvent du net, quoi. Enfin, c'est très facilement... Il y a assez peu de frais. Donc, en gros, ce que font ces éditeurs-là, c'est qu'ils n'hésitent pas à racheter des gros expirés, plusieurs milliers d'euros, pour les remonter, etc., les revendre, enfin, faire leur petit truc. Moi, je pensais que vous fonctionnez... comme ça, bon, sans doute en partie. Et si tu me dis pas tant que ça, tu as une idée un petit peu de combien de sites par an vous rachetez, ce genre de truc? Écoute, cette question, le problème, c'est que j'ai des amis plus ou moins sur les plateformes d'expirer, et si je réponds honnêtement, ils vont me faire la gueule. Non, non, mais en réalité, pour être 100% honnête, et de toute façon, je le cache pas du tout, c'est simple. Tu vois, les sites qu'on vend, Ouais. on en a vendu plusieurs à quelques dizaines de milliers d'euros. C'était pas des expis, c'est des sites qu'on a eu reg free. Ok. Donc il n'y a pas eu d'enchères, même pas backorder, hein, reg free. C'est des expis, ils ont eu une première vie avant, mais et ça faisait 1 an, 2 ans qu'ils étaient disponibles à l'achat pour tout le monde, voilà. Et ces sites-là, on les a relancés. Alors ça a pris du temps, c'est sans doute parmi les premiers sites qu'on ait relancés donc en 2020, 2021. Et en fait, ces sites-là, on en a vendu pas mal dernièrement à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et ça marche super bien. Ça rank instant et tout. Ah oui. Enfin, c'est... Tu le fais beaucoup en ce moment aussi. Moi, je fais que ça. Moi, depuis les scams de plateforme de liens, je fais que ça. Ouais, c'est 100%. Non, en fait, le truc, c'est que c'est pas cohérent et les gens qui vont voir cette vidéo vont se dire bah, pourquoi t'achètes des putains d'explos aux enchères? Bah écoute, moi je sais pas. Parce que t'as aussi un aspect, tu vois, quand t'es au casino, tu mets sur le rouge, tu joues, même si tu sais que tu vas pas gagner à la fin, tu joues parce que t'aimes faire ça, tu vois, c'est un petit peu une passion. Pas me cacher que c'est peut-être un peu une passion d'acheter des expiés aussi. Maintenant, et parce qu'il y a des grosses offres parfois aussi, il y a des trucs où c'est dur de passer à côté. Enfin, où ça donne envie, en tout cas, ça donne envie d'essayer de l'avoir. Moi, je vous vois tout le temps en train de vous battre là sur Dome Expire. Vous êtes tout le groupe du Gazer. À chaque fois, il y a tous vos noms affichés les uns derrière les autres. Non, mais c'est vrai. Moi, à chaque fois, je regarde ça de loin, ça me fait rire. Et ouais. Non, en réalité, c'est un truc qui est rentable. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas acheter un site à 1 000 €, 2 000 €. Je parle pas des explis qui sont vraiment à 10 000, 20 000. Tu vois, parce que même nous, on n'a jamais acheté de dés comme ça. Mais je parle des sites, allez, on va dire autour de 500 000 €, tu vois, qui sont quand même une certaine somme déjà. On sait que ça va être rentable dans la mesure où c'est quoi rentabiliser un site à 1 000 €? Bah, c'est faire 1 000 € avec. Et tu as autant de temps que tu veux pour le faire. Tu n'es pas limité dans le temps. Bah, franchement, à partir du moment où tu as un process où tu sais un petit peu comment marche la vente de liens et l'édition, c'est impossible de ne pas les rentabiliser. Donc on les achète parce qu'on sait qu'on va quand même les rentabiliser. Maintenant, ça c'est un site qu'on aura payé 1 000 €. On va peut-être faire 2 000 € en 1 an ou en 2 ans avec. C'est bien. Comme je dis, il y a des sites qu'on a acheté 0 € et qu'on a revendu plusieurs dizaines de milliers. Donc c'est quand même beaucoup mieux, tu vois. Moi, j'ai pas de... Bon, il y a aussi un autre truc, c'est que généralement, un site qui a des très grosses métriques, on en revient à ce qu'on disait sur les métriques, c'est que tu vas pas pouvoir acheter reg free un site qui a des très grosses métriques. Il va forcément être aux enchères, il va partir à un certain prix. Et donc, nous, les sites qu'on a achetés reg free, on a mis beaucoup de temps avant de vendre du lien dessus.
Et on a dû faire des liens, acheter du lien, faire des liens sur des annuaires, sur des forums. C'était ma question. Et aujourd'hui, là, Nico, pareil, sur vos sites de manière générale, il y a des liens qui arrivent que vous achetez ou que vous faites. Ouais, ça dépend. Non, ça dépend vraiment là pour le coup des sites. C'est pas un process qu'on a, mais en fait, généralement, c'est plutôt, ça vient. Comment dire? C'est plutôt, tu vois, je parle à un pote, il me dit, ah regarde, j'ai relancé ça comme site. Ah, il est trop bien, il irait bien pour faire un lien vers mon site et je lui achète un lien, tu vois, ou faire un échange. C'est pas, je me dis pas tous les jours, je me dis pas une heure par semaine, je prends du temps pour acheter des liens sur un site. Mais par contre, c'est tout ce qu'on revient à ce qu'on disait aussi au niveau de la passion du truc, c'est que niveau Ninja Linking aujourd'hui, en vrai, j'ai un tableau Excel où dès que je trouve un super spot sur lequel je peux foutre mes liens gratuitement, je le rentre dedans. Idéalement, il faudrait que je prenne du temps et que je le réplique et que quand je trouve un bon spot, je le fasse sur tous mes sites. Mais bon, à partir du moment quand tu as 800 sites et tout, tu peux pas. Sinon, je vais y passer ma vie et j'aurais même pas assez de temps dans ma vie pour le faire. Tu vois. On a pris un moment des stagiaires pour faire ça aussi. Bon, on va pas trop les saouler parce que t'arrives, on dit pendant 2 mois, tu vas foutre du lien sur un Excel. On avait des employés pour ça. Hein. Ils partaient vite, les uns après les autres. Bon, c'est dur, évidemment, mais enfin. Nous, on a un PBN aussi assez gros, mais c'est le mieux. Y a pas en réalité, j'aimerais bien, il faudrait qu'on le fasse. En fait, on a 2 problèmes à ce niveau-là. Le premier, c'est que les mecs pètent un câble, forcément, c'est humain. Le deuxième problème, c'est qu'en fait, en réalité, un mec intelligent, faut pas le prendre. Parce qu'un mec intelligent, tu le prends, tu lui fais faire ça. Même. C'est le problème. Là, on est dans le podcast de la boucle, là, par contre. Le mec, il là, tu vois. Moi, j'ai fait ça. En fait, nous, on adorerait moi, j'adorerais employer quelqu'un, tu vois. Pas dire quelqu'un comme moi, mais quelqu'un pour gérer un petit peu le réseau de site, faire. Mais en fait, soit il est nul et il va faire de la merde, soit il est bon et en un mois, il se barre et il crée ses sites, tu vois. Et il reprend. Et en plus, il reprend nos méthodes, tu vois. Donc, en fait, c'est impossible. C'est trop compliqué. Trop compliqué. La boucle. C'est marrant parce que concrètement, on fait des soirées où c'est nos sujets, genre on peut débattre de ça pendant 1 heure et on en arrive toujours aux mêmes conclusions, quoi. Mais comme quoi, on doit quand même être un peu con, parce qu'on fait les mêmes soirées tous les 3 mois où on parle de ça pendant 2 heures à chaque soirée. Ah ouais, non mais ouais, donc là, au final, tu prends un mec bon, il repart. C'est vraiment, on est dans. Il y a zéro solution, le problème, c'est ça qui est ouf. Ouais, bon, on va peut-être pas redébattre là-dessus, mais pour moi, il en existe quand même. Mais c'est casse-couille. Ouais, prendre en otage le mec, quoi. Lui retirer son passeport, l'enfermer dans les bureaux pour qu'il reste. Ouais, ou lui donner des parts en vrai. Enfin, tu vois, pour moi, c'est la meilleure des manières. Alors, c'est pas nécessairement la solution à laquelle je pensais au début. Mais si tu veux en gros, faut respecter le travail du mec au maximum. Et si vraiment il a une part importante dans ton business, lui donner des parts, même si c'est pas astronomique. Je suis même pas sûr que ce soit un gage de réussite. Honnêtement. Ouais. Bon, en vrai, c'est un tout autre sujet qui est très intéressant. Moi, à sa place, je revends les parts et je lance un truc où je suis 100%. Je suis dedans à 100%, mais ouais, c'est compliqué, quoi. Très compliqué. Non, mais j'achète. Nous, on achète encore du lien sur des sites de temps en temps, mais c'est jamais d'un point de vue consultant SEO, parce que ça, je peux le faire pour des sites clients, tu vois. Mais moi, quand j'achète du lien sur mon site, il y a toujours un but derrière. Typiquement, booster le TF de mon propre site, quoi. Ouais. Voilà. Okay. Et puis après, il y a aussi un moment donné où quand tu as un gros réseau, tu peux même, parfois, quand j'ai vraiment des besoins en lien, je peux me les faire moi-même de mes propres sites vers d'autres sites, tu vois. Mais ça m'arrive d'acheter du lien. Ah ouais, tu lui interlink ? Ouais. Enfin, jamais je me dis je vais interlinker pour interlinker. Mais en fait, ça saute aux yeux, genre n'importe quoi. Mais j'ai un site sur la politique, tu vois. Un site politique. Je fais un article sur la nouvelle réglementation pour les jeux vidéo. Je me dis c'est trop bien, je vais faire un lien vers mon site de jeux vidéo, tu vois. Vraiment un truc comme ça qui saute aux yeux, mais c'est tout. Okay. Mais oui, je suis pas du tout dans le genre je cache rien dans la mesure où de toute façon, si tu veux vraiment trouver, tu trouves. Peut-être t'as pas de cloaking poussé pour planquer tout ton PBN, de trucs comme ça. Pas du tout. Okay. Mais j'ai mes biais de paranoïa, genre. En parlant de paranoïa, genre une search console par site, quoi. Là, tu fais ça ? Non. Ah ouais.
C'est vrai ou pas? Ouais, ça a été, Ah ça a Ah été ouais, chaud. t'es Enfin, zinzin. le problème, c'est que non, mais le problème, c'est que quand t'as commencé comme ça, après, on te dit, ah, Ah ouais, c'est maintenant, sûr. parce qu'au début, on le fait, on a 20 sites, on se dit, bah, 20 sites, 20 Search Console, c'est cool, tu vois. Après, t'en as 50, 100, 200, tu te dis, bah, on va pas commencer à changer maintenant, on a commencé. Après, t'arrives à 800, tu te dis, oh Oh. putain de sa mère. L'enfer. Ah, c'est chaud. Ok, alors moi, en parlant de paranoïa, est-ce que par hasard, le sujet de l'arrivée d'un changement majeur potentiel au sein des Ouais. SERP avec Bard, par exemple, c'est un truc qui te rend un peu parano? Comment est-ce que justement le fait de revendre de plus en plus de sites Ouais. fait partie d'une certaine anticipation par rapport à un changement là-dessus? Al- Enfin, comment t'envisages le truc? Bah, vendre des sites, c'est concrètement. Déjà, même si on était assuré que tout allait continuer comme aujourd'hui, on en vendrait quand même parce qu'à un moment donné, non, on n'est pas assez nombreux, on est trop, c'est pas possible à gérer. Donc on en vend parce qu'il faut faire de l'argent à un moment donné. Voilà, on vit pas d'amour et d'eau fraîche comme on dit. Et le truc, c'est que par contre, les potentielles nouveautés type Bard, tu vois, tu penses aussi au, enfin comment ça s'appelle, le truc GSE, je crois, Ouais. les résultats Euh, Google, ouais, intégrés, c'est ça, hein. Ouais, Ouais. SGE, je Ouais. crois. SGE, voilà. Bah, franchement, je comprends totalement ceux qui ont peur pour l'avenir du secteur. Moi, c'est pas du tout mon cas parce qu'en fait, que je te disais, je m'adapterai. Je sais que je C'est pas ton m'adapterai. Il y bise, en aurait fait, de même toute pas. façon, en Non, soi. mais non, mais c'est pas ça. C'est que bah, quand même si, parce que organique. Enfin voilà, si tu nous retires le trafic organique de nos sites, ça va être chaud pour la suite, tu vois. Mais on va forcément s'adapter. Je peux pas ne pas m'adapter, tu vois. C'est en mode. En plus, j'ai une to-do list. J'ai tellement d'idées de business dans le web au-delà de l'édition de site, tu vois. C'est que même si l'édition de site ça n'existe plus, on a 1000 autres choses à faire en fait, qui En peut-être effet. même marcheront mieux que l'édition de site d'ailleurs. Euh, Bon, mon associé, avant de faire de l'édition, il faisait du e-commerce, ça marchait très bien, hein. Il a fait l'édition parce que c'était plus, comment dire, c'était beaucoup moins chronophage que son e-commerce déjà. C'est beaucoup moins chronophage et en plus ça rapporte aussi plus et il y a moins de risques et c'est beaucoup plus détente comme taf, mais et ça marchait très bien pour lui, tu vois. Et s'il faut, Oh, on repassera à l'e-commerce. On refera de l'e-commerce, on fera autre chose, on fera du. Non, il y a 1000 choses à faire. Donc, non, franchement, j'ai pas du tout peur. J'ai peur pour l'édition de site, peut-être, mais j'ai pas peur pour Pour toi, notre ni le avenir, pour business. Ouais. moi, pour mon associé, pour le business. Non. Aucun problème. Ok. Franck, j'aimerais bien si. Je crois que tu avais préparé une question sur l'affiliation. Je suis assez Ouais. chaud. Je pense qu'il est temps. Hein. J'allais la poser justement. Voilà. Parce qu'on a quand même un bon pote en commun, donc Bertrand, qui a commencé l'affiliation peut-être en même temps que nous ou avant nous, je sais plus. Mais bref, Plus ou moins en même temps, je pense. on vient à peu près du même univers, on va dire, avec Ouais. Bertrand. Et bah, du coup, que tu côtoies aussi, enfin que tu connais. Ouais, ça m'arrive. Et du coup, Bertrand, on sait qu'il fait beaucoup d'affiliations. Euh, Toi, tu dis que avec ton associé, vous n'arrivez pas à en faire, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi tu dis que tu n'arrives pas à en faire alors que vous avez des sites qui rankent et que concrètement, il suffit de mettre des avis produits, par exemple, sur vos sites où il y a déjà du ranking pour commencer à engranger des commissions d'affiliation et qui seront largement supérieures, je pense, à des revenus AdSense ou Ezoic ou des trucs comme ça. Et qui c'est pas vous le même bise permettront. pour moi. Non, mais Bah, même si c'est pas le même biz, mais ouais. la base est la même. C'est un site qui a des liens et qui peut ranker. Et au Je final, suis pas si tu d'accord. rankes des pages. Ah ouais? Ouais, moi je pense que la monétisation par l'affiliation, faut quand même avoir une vision un peu plus marketing, détecter des tendances, trouver des Ouais, angles parce pour que vendre et là, tout. tu veux le faire en version bien, mais imaginons que tu voulais Non, la faire non, en version même, bourrin. ouais, mais même, je veux dire, tu vois, faut aller choper la fille, il faut avoir l'idée de faire tel produit, telle page et tout. Je pense qu'en Alors, vrai, prenons de l'affiliation c'est pas Amazon le dans même ce métier. cas-là, pour le plus simple. Ouais, Ah, mais ça On rapporte part sur. rien vs à de la vente de liens. voilà. Ouais, mais tu le sais, ouais, enfin, on connaît aussi des personnes qui tournent fort sur, Ouais, mais sur on Amazon. sait pas la source de traf sur la Mhm. personne qu'on connaît. Ok, Mais ok. non, mais moi je On va- vais défendre un peu Franck parce que je vois qu'Anto est en train de l'agresser. Non, mais écoute, nous, on s'est jamais dit, on va faire de la vente de liens, on va faire de la vie, on va faire du Ezoic, hein. D'ailleurs, on a tout fait en même temps. Et on a tout fait en même temps, et il se trouve qu'il y en a certains qui ont marché et d'autres qui n'ont pas marché.
On a fait donc Amazon en mode bourrin, c'est très simple, hein, tu crées ton compte affilié, c'est validé instant. On a fait ça avec des box Bazooka, Shopping, je crois, ou Affiliate Max, je ne sais plus comment ça s'appelait et tout. Ou une Amazon, un truc comme ça. Ouais, voilà, exactement, des trucs comme ça. Ouais, ça a rapporté quelques euros, mais en fait, au final, déjà, automatiquement, ça rapporte pas plus que Ezoic. Enfin, quand je dis automatiquement, c'est vraiment en mode le truc vraiment, mais automatique, mais c'est dégueulasse. Oui, où t'as rien à faire, quoi. Ouais, ça se base sur le titre de l'article pour faire la box. Parfois, il y a aucun rapport et tout. Enfin, voilà. Ça rapportait pas plus qu'Ezoic. Ça rapportait un peu, ça rapportait peut-être 50% de ce qu'on gagnait avec Ezoic. Et maintenant, le faire bien, déjà, il faut du travail. En fait, Ezoic, une fois que le mec il est sur ta page, il voit les pubs. Après, il va cliquer sur les pubs ou non, mais tu gagnes ton argent. Amazon, même s'il clique et qu'il l'achète pas, au final, c'est genre c'est hors sujet, tu vois. Amazon, même si c'est hors sujet, si c'est hors sujet, tu gagnes rien. Alors, dans ce cas-là, je rajoute une variable, par exemple, faire du quel coût, qui permet quand même d'engranger des sous de façon un peu plus... moins targetée, on va dire. Enfin, il faut quand même que ça soit targeté, mais targeté avec juste le title, comme tu dis, quel coût c'est suffisant, par exemple. Je sais pas. Écoute, nous, on a testé. Hein. On a même testé des bannières pour de l'affiliation. Typiquement, on avait un gros site de jeux vidéo qu'on a vendu depuis. Et on s'était dit, on va tester, on va mettre des petites bannières, tu sais, pour ramener sur des trucs G2A, les trucs de quai, de licence de jeu et tout. Tu prends le mauvais exemple, Nico, honnêtement. Ça pue la merde. Ah ouais, c'est éclaté. Et par exemple, parce que c'est ce que je dis, parce que sur le jeu vidéo, tu vois. Oui, mais sans doute. Après, moi, là, encore une fois, l'objectif, c'est vraiment de comprendre ce que, pour le coup, nous, vu qu'on a un background vraiment éditeur, tu vois, comme Bertrand, je sais qu'il a fait la transition de l'édition de site, enfin, de l'affiliation plutôt, plus précisément, vers la vente de liens, parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité, la vente de liens prend une place beaucoup... Enfin, c'est facile d'inclure de la vente de liens à des sites d'éditeurs. Et là, on voit même le truc inverse, et c'est pour ça que pour moi, je ne connais pas tous tes sites du tout, mais tu vois, si tu as des gros sites médias, par exemple, aujourd'hui, en connaissant les bonnes affiliations, entre guillemets, enfin, c'est ce que font tous les Le Point, les machins, ils mettent des que la vente de liens. Ah ouais. Si tu donnes tes sites, c'est 100% sûr, hein, mais 100%. Mais si on donne ces sites, tu feras jamais autant que lui en vente de liens, parce qu'encore une fois, c'est deux trucs différents. Mais les deux imbriqués, c'est très puissant. Et encore une fois, big up à Bertrand qui, je pense, s'en sort particulièrement bien de ce côté-là. Mais écoute, moi j'ai des... ça me casse les... Je sais pas, je vais pas dire un... Non, mais je vais pas dire un blocage, mais je sais pas, peut-être une sorte de blocage. En fait, on a essayé de le faire. En fait, je sais pas. En fait, la vente de liens, c'est des mecs qui t'envoient des... En fait, je te dis clairement ce qui se passe. Tu lances un site internet, tu le monétises pas. Tu reçois des emails de plateformes qui te disent... On a mis, c'est même pas mettez votre site sur la plateforme, c'est on a mis votre site sur la plateforme, combien on va vous envoyer des clients. En fait, c'est eux qui viennent à toi, tu vois. Même parfois en direct, les mecs t'envoient l'article et ils te disent publie ça, donne ton PayPal, je t'envoie de l'argent, tu vois. C'est en mode le truc, c'est oui, je gagne de l'argent. Comment ça se passe avec l'affiliation? Parce que l'affiliation, t'es démarché aussi. Ouais. Alors déjà, c'est plus compliqué à mettre en place. Déjà, les mecs te disent ouais, t'as un code sur ton site, crée ta bannière, tu veux qu'on t'envoie des visuels. Oh, déjà, c'est bizarre. Après, il te dit ouais, attention, là, tu te rends compte qu'en fait, c'est bloqué par Google, par Adblock et tout. Tu te dis ouais, ça, je vais perdre un petit peu de voilà. Après, il te dit regardez, là, vous avez un petit dashboard et vous pouvez voir. Tu dis, mais gros, mais moi, tu crois que je fais pas confiance à mon propre frère? Tu crois que je vais faire confiance avec ton vieux dashboard et tout? Qu'est-ce qui me dit que derrière, tu fais pas de l'argent sur mon dos, tu vois? Et en fait, on l'a fait aussi. Et puis, concrètement, ça rapporte des clopinettes. Enfin, pour nous, en tout cas, ça rapportait des centimes à droite à gauche. Alors après, je sais clairement qu'il y a plus d'argent à faire avec l'affiliation qu'avec la vente. Après, c'est pareil, il faudrait aussi que ça fait bien nos sites. Plus, je sais pas, mais si, c'est sûr. Ça dépend des thématiques, en vrai. Parce que si tu veux thématiser ton petit site, enfin ton gros site d'immobilier, par exemple, concrètement, je pense que ça sera en effet plus facile à monétiser avec de la vente de liens. Si demain, tu as un énorme site de CBD que tu vends juste du lien dessus, bon, c'est un peu con, quoi. Voilà, donc c'est plus de ce côté-là où, après, il faut voir, bien sûr, en fonction des sites, les machins. Mais en tout cas, je comprends bien de ce que tu es en train de nous raconter. En effet, c'est sûr que, en termes de légèreté, de simplicité, parce que rien que l'affiliation, là, demain, tu rajoutes, si tu as 800 sites, tu rajoutes de l'affi sur 400 sites sur les 800,
tu vas te taper, mon pote, un nombre de dashboards et de liens à aller checker, les machins. C'est une usine à gaz après. Hein. Donc, c'est en effet un autre business qui se marierait plutôt bien, parce qu'à partir du moment où tu es éditeur, bah, les deux se marient pas trop mal. Mais ouais, c'est... Et d'ailleurs, ça... Ouais. Non, il y a juste notre record, c'est des 20 € par jour sur Amazon, tu vois. Ouais. Anto, rigole pas. Non, je rigole pas. Moi, j'achète le trafic, par contre. Ah, écoute, franchement, non, mais alors après, voilà, je sais, enfin, pour avoir un peu creusé le truc aussi, tu vois, je sais qu'il y a des... je pense, enfin, j'ai dans ma to-do list des bonnes idées de business qui tournent autour de ça, mais c'est toujours la même chose, c'est des trucs qui te demandent un travail qu'on retrouve pas dans la vente. C'est pas le même travail que la vente de liens, voilà. Bah d'ailleurs, je vais prendre juste l'exemple de Franck, par exemple, qui gagne bien sa vie avec l'affiliation. Franck, aujourd'hui, tu as peut-être 3, 4, allez, moins de 10, de 10 sites monésites à peu près. Enfin, je vais pas parler à ta place, mais donc en fait, on n'est pas du tout sur le même volume. Et en effet, ça te prend déjà bien tes journées de gérer ces 10 sites-là. Donc en avoir 800. Enfin, tu vois, c'est encore une fois. C'est ça. Et d'ailleurs, Bertrand, des sites d'affiliation, il y en a pas beaucoup. Ouais, bah ouais, bien sûr. Il n'y a rien à voir avec la vente de liens. Hein. Vente de liens. Alors après, j'ai envie de te dire, la vente de liens, c'est toujours la même chose. C'est que tu vends. Enfin, je connais des gens qui font beaucoup d'argent avec peu de sites, qui ont 5, 6 grosses. Même, je connais des personnes qui ont genre 2 sites, tu vois, et qui font pas mal de thunes en vente de liens. Hein. Mais c'est toujours la même chose. Hein. Après, si tu as un site énorme, tu vas faire beaucoup plus que si tu as que des petits sites. Mais si tu as, au bout d'un moment, la quantité, tu vois, tu as 500 petits sites, bah, forcément, tu vas vendre beaucoup. Après, ça prend aussi plus de temps quand tu vends des liens à 10 € que si tu vends des liens à 500 €. Eh bien, justement, c'est une question qu'on s'est posée avec les Wizards hier ou avant-hier, là. Est-ce que pour toi, il vaut mieux vendre des liens à 50 balles ou plus de liens à 50 balles ou des liens à 300 balles, par exemple? Eh ben, en réalité, c'est débile. Bien sûr qu'il faut mieux vendre des liens chers parce que pour toi, tu prends moins de temps et tu gagnes autant, on va dire. Tu gagnes autant en vendant 5 liens à 100 € qu'en vendant 50 liens à 10 €. Mais si t'en vends plus, justement, tu vois. Ouais, en fait, alors, c'est l'éternel dilemme. Je réponds honnêtement, aucune idée. Et d'ailleurs, va savoir, hein, parce qu'on a des sites, en fait, alors, écoute, on a des sites, on se dit, ok, on vend 100 € le lien dessus. Super, ça fait des ventes. Mais est-ce que si on l'avait passé à 50 €, on n'aurait pas vendu 2 fois plus, peut-être 3 fois plus? Si on vend 3 fois plus, on aurait gagné plus qu'en vendant à 100 €, tu vois. Et d'un autre côté, on peut aussi se dire, est-ce que si au lieu de mettre à 100 €, on mettait à 200 €, on n'aurait pas vendu peut-être un tout petit peu moins? Est-ce que peut-être même les annonceurs qui payent 100 € auraient aussi payé 200 € pour le lien? Donc peut-être qu'on aurait gagné 2 fois plus en montant le prix. Mais comment tu peux savoir? Si quelqu'un voit cette vidéo et a la réponse, je veux bien. Alors oui, la réponse c'est faire des tests. Le problème c'est que, en fait non, parce que faire des tests sur de la pub, faire du A/B testing sur de la pub ou sur de l'affi, c'est possible. Enfin, sur de la pub, c'est très simple. Sur de l'affi, c'est peut-être aussi possible. Mais sur de la vente de liens, c'est impossible parce que la saisonnalité fait qu'au final, va savoir, parfois en un mois, tu vas vendre 5 liens sur un site, le mois d'après, tu en vends 0. Mais c'est pas parce que tu auras monté le prix, c'est parce que c'est tout. C'est la saisonnalité. Sur de la pub, tu sais, quand tu fais de la pub, c'est du coup par clic, tu as des dizaines, centaines de milliers de visiteurs. C'est beaucoup plus facile de faire des tendances. Alors que. La vente de liens, au final, tu vends du lien à 100 balles. On a des sites qui vendent 3 liens à 100 balles par mois. Il y a trop une part d'aléatoire et à un certain mois en vend le mois d'après. Pour ça d'ailleurs que quand tu vends un site et que tu multiplies le chiffre d'affaires, tu multiplies pas le chiffre d'affaires du dernier mois. Tu vois, tu fais la moyenne sur les derniers mois, logique. Sinon, ça veut absolument rien dire quand tu fais de la vente de liens. Donc c'est impossible. Pour moi, c'est impossible à définir. Donc on essaye de faire au doigt mouillé, c'est-à-dire qu'en fait on se rend compte quand il y a un site qui vend beaucoup de liens en quantité, forcément on monte le prix, tu vois. Pareil, un site qui vendrait jamais, qui en 6 mois n'a pas vendu un seul lien, faut peut-être baisser le prix. Mais c'est con. Pourquoi? En fait, de base, non, il y a 2 mois on a fait ça. Mais après je me suis posé, j'ai bien réfléchi et c'est super con parce que le site super niché, un site sur, je sais pas, sur les déguisements de canards, tu vois, le site déguisement-canard.fr, le truc le jour où tu as un mec qui veut t'acheter un lien pour son site de déguisement canard, le mec, il est obligé de te l'acheter, il va te l'acheter à toi. Tu es le seul site, t'as pas de concurrent. Donc que tu sois à 100 ou à 500 €, il va t'acheter le lien, tu vois. Et en fait, de base, tu t'aurais pu te dire, je vais baisser le prix parce que je vends pas de lien. Mais finalement, il se trouve que le moment où le mec va te tomber dessus, il va te l'acheter à un prix bas alors que tu aurais pu le vendre beaucoup plus cher. Donc là, pour le coup, j'ai pas du tout de
J'ai aucune idée et c'est bien. En fait, c'est le truc qui me dérange. Aujourd'hui, c'est le truc qui me dérange en vente de liens. Et puis, de la même manière, parfois, tu vois qu'il y a des mecs. Alors, ça, je l'ai vu, je le fais même moi-même. Mais j'ai des mecs qui t'achètent du lien pour des sites casino, tu vois. Il y a pas mal de personnes qui refusent de vendre du lien casino sur leur site parce que il y a cette croyance que Google pourrait te mettre un filtre parce que tu fais du lien vers des sites casino, tu vois. Souvent, quand tu refuses, l'annonceur casino, le mec qui annonce pour du casino, il a la dalle. Hein. C'est pas un annonceur voilà. C'est un annonceur qui en a rien à foutre, qui a un budget illimité et qui veut du lien sur absolument tous les sites possibles, tu vois. Et si tu refuses à 100 €, il va te dire non, moi je mets 200 €, je prends le lien. Tu refuses, il va dire 300. Et parfois, tu en as comme ça des liens qui sont vendus, mais 10 fois le prix que toi, tu aurais fait de base, tu vois. Et au bout d'un moment, souvent d'ailleurs, l'éditeur, il dit ok, vas-y, go. Tu vois, parce que bon, on est là, on va pas se mentir, c'est là pour faire de l'argent, tu vois. Et en fait, ça me fait penser que ça se fait pour du casino, mais peut-être que dans d'autres thématiques, les gens iraient. Et il y a notamment, je pense à des thématiques, tu vois, on va avoir une thématique genre le droit. Tu vois, tu as un cabinet d'avocats ou une application, une petite start-up de contrat en ligne et tout, je sais pas quoi. Bon, et ben en fait, si tu veux acheter du lien pour ce site-là, t'as pas non plus 500 sites sur lesquels tu vas pouvoir acheter. Hein. Donc, tu as tous les généralistes, oui, pourquoi pas. Mais en fait, des sites actualité, législative, légale, droit, pénal, civil, tout ça, ça se compte sur les doigts. T'en as quelques-uns qui traînent, Getfluence qui est référaire, tu vas contacter en direct. Et après, t'as vite fait le tour. Donc, au final, si tu vends le lien dans cette thématique-là à 300 € au lieu de 500 €, il y a fort à parier que le mec qui veut acheter du lien, il va l'acheter sur tous les sites, il va même pas trier quel est le bon, quel est le mauvais, il regarde tous les sites de droit sur lesquels il va pouvoir acheter du lien, il va acheter dessus. Donc ça c'est le truc qu'il faudrait qu'on fasse, mais ça va prendre du temps parce qu'on a forcément beaucoup de sites. Il faudrait qu'on essaye un petit peu d'ajuster nos prix en fonction des niches. Et mais pas se dire ça c'est une niche qui a de l'argent, parce que typiquement la niche CBD, c'est une niche où les mecs font beaucoup d'argent, mais ils achètent beaucoup de liens aussi. Hein. Mais je veux dire qu'il y a beaucoup de petits sites CBD qui, tu tapes CBD sur iRéféraire, t'en as plein, tu vois. Ouais, c'est même pas c'est ça. C'est même pas une question de qui fait de l'argent. Je pense à peut-être tu penses organisateurs de mariage, les trucs de mariage, les wedding planners et tout. Je crois que sur iRéféraire, t'as pas du tout sur Getfluence, t'as très peu de sites qui proposent ça. Donc en fait, c'est même si c'est des mecs, s'ils veulent t'acheter du lien, ils vont devoir payer dans tous les cas. Ils vont payer, donc que tu sois à 100, 200, 300, ça changera rien pour eux. Et je pense que ça, il faudrait que j'étudie un petit peu plus en profondeur. J'ai ça dans ma to-do list aussi, c'est un petit peu de me pencher sur certains sites et monter les prix et pareil, descendre les prix plutôt sur d'autres genres de sites. Voilà. J'aurais tendance à dire que sur les généralistes, quand même, c'est ça bien un pattern qu'on trouve assez souvent dans la vente de liens. Des généralistes, c'est bien quand même, je pense, de mettre des prix accessibles. Parce que c'est vraiment un truc qui bombarde. Genre, tu peux en vendre des dizaines de liens par jour sur ces sites-là. Ça touche à tout et t'as un prix accessible et c'est bien. Tu fakes le trafic. C'est très facile à fake le trafic sur ce genre de site. Tu fais une catégorie immobilier, une catégorie santé, un gros fourre-tout et ça marche très très bien. Une catégorie streaming. Une catégorie ENT. Je sais pas s'il y en a qui connaissent les ENT ici. Ceux, si vous connaissez pas, il y en a qui vont reconnaître. Ça marche. Moi, t'as une question, toi? Ouais, mais allez, qu'est-ce que tu trouves stimulant dans la vente de liens? Si tu la trouves stimulante. Question piège. Ah, l'enfoiré. Non, mais en vrai de vrai, dans la vente de liens, pas grand-chose. Stimulant, c'est pas ça qui me... Moi, ce qui me stimule, ça va être plus le web en général, le SEO, le web en général, les moteurs de recherche, l'IA, les découvertes, la R&D. Après, la vente de liens en soi, le seul truc qui stimule la vente de liens, en réalité, c'est le chiffre d'affaires à la fin du mois, hein, clairement. Le but, c'est de faire un chiffre d'affaires plus gros que le mois d'avant. Parfait. Alors, attends. Petit point, j'aime bien. Alors, au bout d'un moment, c'est un peu chiant avec les paquis qui veulent négocier et tout, tu vois. Mais j'aime bien quand même ce truc un peu vendeur du souk, tu vois. T'es vendeur au souk, attends, moi je te prends 5 clients. Non, mais j'ai toujours aimé aller au souk tu vas au souk pour marchander et tout, les prix, c'est marrant. Et en fait, faire ça dans l'autre sens, donc quand c'est toi qui vends, j'aime bien aussi. Donc ouais, tu me les prends en gros, non mais tu payes d'abord, non tu payes après, ouais mais tu vas, je fais une petite réduction, là, tu me ramènes. Ça j'aime bien, c'est marrant. Après, parfois c'est un peu chiant quand les mecs sont complètement autistes et savent même pas parler anglais.
C'est un peu chronophage, mais de temps en temps, il y a des petites négociations qui sont marrantes, qui sont sympas à faire. Donc ça, Ok. j'aime bien. Alors, tu t'évoquais le CA. Alors, évidemment, tout ça, on peut couper à tout moment, mais moi, j'ai besoin d'une miniature pour ce podcast. Est-ce que par hasard, Nico, tu pourrais nous donner pas ton CA en général, mais le CA mensuel record en vente de liens uniquement, si c'est possible, qu'on puisse avoir et potentiellement une vignette. Si c'est pas possible, je cutterai tout Ou ça. une fourchette. Si je Ou le, une ouais, une fourchette. fourchette, parce qu'en fait, possible, même je le connais pas. Parce déjà on a mis on a mis, je vais faire un petit placement de produit peut-être pour Stormiz, qui est un outil pour les éditeurs de sites qui est très pratique et qui permet en fait de monitorer ce que tu vends avant. Donc tu inscris tous tes sites dedans, tu peux connecter aux API de pas mal de plateformes, donc Nextlevel, Getfluence, il n'y a plus Getfluence maintenant, mais iReferrer, Ok. etc. Et en fait, tu peux même connecter à AdSense et tout. En fait, tu rentres les revenus, donc soit au jour le jour, soit à la fin du mois. Et ça permet vraiment de savoir quel site t'a coûté combien, est-ce qu'il est rentable, Ok. en combien de temps, combien tu génères. Et ça, on l'a mis longtemps, parce qu'avant, ça n'existait pas tout simplement. Avant Stormiz, on faisait, mais quand je te dis au doigt mouillé, j'avais pas la moindre idée, même pour moi, de combien je gagnais, mais c'était même pas, je savais même pas, en fait, tu vois même pas le temps passer. Et comme en plus, c'est même pas moi qui fais tout, on a les alternants qui publient les liens et tout, tu vois. Je savais même pas combien on avait gagné, mais on s'en fout. Moi, je m'en fous, je fais ça avec passion, tu vois. Vraiment. Ouais. Je savais qu'on gagnait assez pour, voilà, pour manger et tout ça, et c'est tout. Donc on savait pas. Maintenant, on sait à peu près, sauf que sur Stormiz, du coup, je rentre tout, je rentre la pub, la pub, je rentre la vente de liens et je rentre aussi la vente de sites. Alors, Ah, en ouais. retirant la vente de sites, je pense que le mois record qu'on a fait en vente de liens, et d'ailleurs, c'est même pas le mois record, parce qu'on fait globalement, on doit être à 25-30 000 euros par mois. Ok. Mais c'est même pas record, c'est-à-dire que c'est un truc là, c'est Ouais, enfin, sur les c'est 3-4 norme, derniers quoi. mois, ouais, sur les 3-4 enfin, en fait, et encore, comme je t'ai dit, ça augmente tout le temps. C'est-à-dire que là, je pense en janvier 2023, on n'était pas du tout à ces sommes-là, tu vois. Ça monte, ça monte. Après, on va se heurter à un moment à un plafond de verre, d'ailleurs, qui est atteint aujourd'hui. C'est que là, concrètement, si on retire, là, il va falloir prendre des alternants pour faire ça, pour la scale. publication, tout simplement, parce qu'en fait, sinon, je passe les journées à publier les liens, quoi. Ok. D'ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui, c'est quoi? C'est une vingtaine de liens par jour vendus? Enfin, c'est pareil, vu que c'est toi qui t'occupes de gérer ça, je crois. Ouais, alors au niveau des. Tu sais que j'en ai pas la moindre idée, mais bon, le gros avantage, c'est qu'avec Stormiz, on peut savoir tout ce genre, tout ce genre de données. Non, je vais regarder en live, comme ça, je vais pas dire de bêtises si ça peut. Je pense que c'est vrai, c'est une donnée qui peut intéresser pas mal de personnes, je pense. C'est quoi l'URL de J'ai- Stormiz? Je les cherche, j'arrive pas à les trouver. C'est stormyz.fr. C'est assez récent et tout, mais vraiment, c'est pratique. Moi, j'adore. Par exemple, là, en juillet, on a vendu 276 liens. Voilà. Et Ok. donc, le prix moyen par lien, il est de 115 €. On va faire un petit calcul. Ah oui, mais c'est le prix moyen. Ouais, donc le prix moyen, c'est-à-dire qu'au final, on tombe à 31 740 €. Ouais, 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 ouais. Ouais, ça revient à peu près à ce que j'ai dit. Ok. Et ça doit être réparti à peu près à 75% plateforme et 25% direct. Ça aussi, c'est une question qu'on pose, Ouais. Ouais, c'est vrai que souvent. tu réponds sans qu'on ne pose la question, mais c'est une très bonne. Enfin, c'est une bonne info aussi, Ouais, ça. et c'est aussi une question, et c'est aussi un truc qui, forcément, au début, quand tu te lances, tu fais 0 direct, et puis plus ça va, plus tu peaufines ton réseau d'achat devant ton lien direct, et donc plus ça va, plus on augmente la part de direct. Et la part de direct, par contre, en valeur, elle est toujours plus élevée, puisque souvent c'est du casino, du rencontre femme ukrainienne, ça se fait en direct, hein. Le rencontre femme ukrainienne, c'est pas sur iReferrer, quoi. Ouais. Et généralement, c'est eux qui payent forcément donc le plus pour du lien. Donc Ok. c'est des liens qu'on vend beaucoup plus cher en direct que sur les plateformes, mais c'est pas du tout les mêmes clients, quoi. C'est pas soit l'un soit l'autre. Pour moi, il faut faire les deux, Ok. forcément. Écoute. C'est cool Stormiz parce que pour le coup, il y a d'autres trucs qui coûtent assez cher, genre Nifty, qui permet de faire ça et qui est beaucoup plus cher. Donc, Alors je merci connais pas pour. du tout, je connais pas du tout d'autres choses qui permettent de faire ça. Et Alors tu sais qui est derrière le site, Nico? oui, je sais qu'il est derrière Ok. le site. Mais c'est Ça un marche. rat, il fera pas de code promo.
Non, mais sans parler de ça, c'est juste parce que c'est un super truc et tout. Le Ouais. problème, c'est toujours le même avec les trucs français. Ah, C'est bien que sûr. t'es éditeur de site qui fait de l'affiliation, t'as tes petits sites sur des affiliations nichées, tu vas les donner à ce mec-là qui est sans doute un Alors, mec très sympa, ouais. très gentil, très bien. Mais moi, je suis à sa place, je remonte tous les sites de la planète qui viennent s'inscrire chez moi. Mais hein. t'as Donc, raison, t'as raison. Alors, en fait, en réalité, parce que ça, c'est exactement ce qui s'est passé. Quand la plateforme est arrivée, je savais pas qui était derrière, si je dis pas de bêtises. Alors, je le connaissais pas personnellement, tu vois. ouais. Et en fait, il y a eu un petit débat sur ça sur Twitter. C'est que quand le tool est sorti, c'était il y a 1 an, je crois, les gens ont commencé à parler, à dire bah non, enfin, jamais de la vie, je vais connecter de l'API de mes plateformes et tout. Enfin, on va avoir tout le nom de mes clients, quel lien j'ai vendu sur quel article. Et en réalité, ouais, bon, moi, j'ai même pas pensé à ça parce que pour le coup, moi, je me dis, enfin, tu vas dans ce sens-là, tu fais rien, tu vois. Enfin, dire, quand tu mets tes sites sur iRéféraire, Emmanuel de iRéféraire, il voit aussi tes sites, hein. Ouais, mais moi pour le coup, je parle pas de vente de liens parce que là, un des Ouais, gros plutôt pour avantages de la vente l'affiliation. de liens, Pour c'est qu'il y a quand même l'affiliation, ouais. peu de concurrence. C'est clair. Sur l'affiliation, Alors, c'est- en fait, pour l'affiliation, bah, d'un point de vue strictement pratique, rien ne t'empêche. Enfin, c'est toi qui rentres les données aussi. Donc après, tu peux très bien mettre AFI 1, AFI 2, AFI 3, et tu mets des chiffres que Ouais. seul toi connais. Tu mets pas l'URL exact, tu mets pas l'adresse email de ton contact sur la plateforme d'affiliation, tu vois. Ouais. C'est toi après qui rentre ce que tu veux rentrer. Donc ça, c'est assez safe. Non, les gens avaient surtout parlé par rapport à l'aspect où tu connectais ton API de iRéféraire et de Next Level, et du coup, les gens voyaient un petit peu ce qui se passait. Non, en réalité, moi, après avoir connu en détail le mec qui a fait créer cette plateforme, c'est le mec qui connaît rien en dev, c'est impossible, il sait même pas comment. Ok. Le mec est tellement nul en développement que franchement, il peut pas savoir il peut même pas accéder, il sait même pas comment accéder à la base de données pour avoir les sites. Et de toute façon, a priori, c'est crypté et lui-même Ouais. n'y a pas accès. Voilà. Et il l'a mis dans les mentions légales. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont posés Ouais, ce type c'était de pour ça questions. qu'il a rajouté dans les mentions légales. Après, aussi, j'ai envie de te dire, bon, ça fait 1 an que je suis dessus. Enfin, même moi, pour le coup, au début, je me suis peut-être dit, vas-y, je vais peut-être pas mettre. Maintenant, je mets même carrément les adresses email de mes clients en direct dessus. Mes clients n'ont jamais été piqués, ils continuent d'acheter chez moi. Et bon, je sais que c'est safe et vraiment, je n'irai pas jusqu'à engager mon Ouais, bien sûr. intégrité par rapport à ça parce que jamais sûr à 100%. Mais je veux dire, en tout cas, pour moi, c'est indispensable aujourd'hui. Et pour les ventes de sites, c'est magnifique parce qu'en fait, quand tu vends les sites, les mecs veulent toujours savoir, quand tu vends via des plateformes genre Below 50 Below ou Top 50, ouais. Market, les gens veulent savoir d'où vient ton argent en fait. Est-ce que moi je vais pouvoir faire pareil? C'est-à-dire que si c'est de l'argent qui vient avec AdSense, avec Next Level, ouais, le mec il fera pareil. C'est assez récurrent. Si c'est des ventes en direct, il va se dire mais toi tu as le réseau, moi j'ai pas le réseau, peut-être que je vais faire moins de ventes. Avec StoreMe's, il a tout sous les yeux, il a la date exacte de quelle transaction a eu lieu. Après, s'il veut vérifier, on lui montre sur les plateformes ce qui s'est passé en vrai. Enfin, c'est vraiment propre. Ok, top. Je sais pas si vous avez. Vas-y. Attends, non, juste pour finir, ouais, il y a aussi, je sais que je connais aussi d'autres personnes qui ont dev des trucs un peu maison, tu vois. Ouais. Sur Notion ou sur des trucs comme ça, tu peux dev des dashboards assez précis et tout, mais ouais, moi de toute façon, je sais pas que ça va faire. StoreMe's, ça fait très bien l'affaire. Ok. Je sais pas si vous avez des questions restantes, les gars. On est presque à 2 heures de podcast, donc je pense qu'on va pas traîner dans tous les cas à boucler. Bon, c'est bon, on a tout répondu, chef. C'est bon Moi, pour toi aussi, peut-être Franck? une dernière question. Vas-y, la dernière. Vas-y, la dernière. Du coup, tu es expatrié. Tu t'es expatrié, pourquoi? Ou tu veux parler vite fait de ton expatriation? Est-ce que t'es pas obligé, hein. Non, si, mais j'en ai déjà parlé plus ou moins dans les vidéos avec les Ok. makers, donc voilà, ça va pas faire trop redondant. Mais en fait, ce que je peux dire, c'est que surtout, en fait, c'est pour plein de raisons. Il y a vraiment pas une raison particulière. Et puis d'ailleurs, même sans parler du web, même si bon après, forcément, si tu travailles à l'usine, à l'usine au Bourget, tu peux pas t'expatrier, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que peu importe ce que je fais comme taf, je, je, je- rien que d'un point de vue découverte, tu vois, découverte de nouvelles choses, c'était prévu, quoi. Alors, et du coup, j'avais une question sous-jacente à ça. C'est Ouais. la gestion d'une entreprise full remote, parce que je suppose que tu es full remote. Tu as un associé qui, je suppose, ne vit pas dans le même pays ou la même ville que la tienne, et tu as des alternants qui, je suppose, ne sont pas avec toi dans ton bureau. Alors, pour le coup, si mon associé, son alternant est avec lui, et là, Ok. il va prendre une deuxième personne avec lui aussi dans des bureaux. Il se trouve qu'il voyage pas mal aussi, donc forcément, souvent, ils sont seuls dans les bureaux et lui, il est pas là.
Mais on a pris des bureaux, début 2022, je crois, un truc comme ça, ou mi-2022, je sais plus exactement quand. Avant, c'était cowork, mais c'était pareil. Il y avait les alternants qui allaient au cowork. Et non, en fait, pour moi, c'est chaud, quoi. C'est toujours la même chose, c'est qu'on est dans le web. Et franchement, bah après, pour l'avoir fait aussi, tu vois, j'étais à l'école il n'y a pas si longtemps que ça. C'est très bien que les cours en full remote, tu fais autre chose en même temps, tu vois, t'es pas concentré de la même manière. Donc déjà, pour toi, avoir des alternants en remote, ils vont forcément moins travailler que s'ils sont en face, si tu les as en face toute la journée. Après, je pense qu'il y a un style de vie aussi, c'est-à-dire que moi, de toute façon, t'es même pas imaginable que j'aille dans des bureaux. Tu vois, là, je viens de me réveiller pour le podcast, j'ai envie de me coucher quand je veux, me réveiller quand je veux, enfin, j'ai pas T'as pas aucun envie compte à d'avoir des rendre, tu vois? horaires Ouais, c'est précises. ça. En fait, je travaille tout le temps, donc concrètement, je pourrais être dans des bureaux, mais il y a des jours où je me dis, tu sais pas pourquoi, il y a un jeudi, je me réveille, je dis: «Putain, j'ai pas envie de travailler aujourd'hui», bah, je travaille pas, tu vois? Ouais. Et ça, je peux pas me le permettre autrement. Par contre, mon associé, c'est différent. Lui, il est obligé d'aller dans des bureaux. C'est-à-dire que même s'il est seul, il va dans les bureaux parce qu'il veut son cadre, il veut être entouré de gens qui Ouais. travaillent aussi, il veut entendre le cliquetis des claviers autour de lui et tout. Enfin, tu vois, après, chacun son style, hein. Ouais, carrément. Non, mais après, chacun son style. Moi, je lui ai dit, bah, t'as qu'à mettre une vidéo YouTube, un fond sonore d'ambiance coworking et tu restes chez toi, arrête tes conneries. Et non, lui, il veut absolument être dans ses bureaux. Mais après, c'est cool. En vrai, le concept est pas mal. Genre, j'ai vu là-bas, les bureaux sont sympas. C'est entouré, il y a d'autres startups du web qui sont autour de nous, dans des secteurs un peu divers et variés. Et d'ailleurs, à la fin de ce podcast, je vous conseillerais d'inviter un mec, un de ces 4, pour un de vos podcasts. Ok. Ça peut être très intéressant. Non, non, mais c'est intéressant d'être entouré de gens, connus. Mais voilà, tu vois, on parlait tout à l'heure Franck parlait du Geyser. C'est un peu nos bureaux à nous, tu vois? C'est les bureaux des Ouais. geeks, qui ont pas, on est tous chacun dans des villes différentes, mais on est un petit peu dans notre cowork virtuel, la journée, et c'est sympa. Et moi, je préfère ça même qu'avoir des tu sais, tu te connectes quand tu veux, tu vois? Bureau, Ouais, carrément. si tu pas envie de voir la gueule du mec du bureau d'à côté, bah, malheureusement, s'il est là, tu vas le voir, tu vois? Ah, c'est Donc vrai. voilà, non, chacun son truc. Mais il y a quand même un moment donné, je pense que il y a du pour et on va pas le faire maintenant, mais il y a du pour et du contre à faire du full remote Ouais. et à faire un truc vraiment cadré. Et je pense qu'il y a pas de j'ai pas de réponse, il y a pas de réponse, il faut pas avoir de réponse tranchée sur ça. Et ça dépend de tellement de facteurs et de tellement de la personnalité des gens, de C'est toi, ça. de tes employés, enfin, voilà. Ok, merci. Eh ben écoute, encore une fois, un immense merci Nico pour ce podcast, ta présence, ton temps. C'est vraiment Ben très oui, non, cool. mais bien sûr, merci beaucoup à vous. Je serai là à l'événement à Lyon, Ah, génial, c'est sûr. génial. Mon associé sera là aussi normalement. Enfin, moi en tout cas, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse beau, canicule ou pas. Canicule en février, ça serait chaud niveau Février, le réchauffement border. climatique. Oh, aujourd'hui, tu sais pas. On sait C'est pas, on sait jamais, on sait jamais. Ah ouais, il y aura pas de la canicule dans la salle. Vous avez pas préparé. Non, non, Vous non. avez. On va profiter justement de la fraîcheur. Moi, je t'avoue que j'en ai plein le cul là. C'est horrible. Il fait beaucoup trop chaud. Mais en tout cas, un Ouais. grand merci encore une fois, Nico, pour ta présence. Merci à vous qui nous avez écoutés jusqu'ici. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner à cette chaîne Wizard Podcast, à mettre les petites 5 étoiles sur les plateformes d'écoute également. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un prochain podcast. Salut! Ciao, ciao.